Bonjour à tous, merci de nous retrouver ici à Toulouse pour suivre ensemble et en direct ces journées parlementaires du Parti Socialiste. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors vous le voyez, la vue est imprenable sur la ville rose, une ville plus que symbolique pour le PS puisqu'il a gagné la ville en 2008, c'était avec le socialiste Pierre Cohen. Il a gagné la ville après une hégémonie de la droite ici à Toulouse. Alors peut-être de quoi remotiver les députés et sénateurs après une rentrée, on peut le dire, ternie par les accusations de bourrage d'urne et de fraude lors de l'élection de la première secrétaire Martine Aubry. Et une journée parlementaire, Perrine, qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier. Oui, nous sommes bien sûr à la veille du référendum militant sur la rénovation du Parti Socialiste. Des militants socialistes qui sont appelés demain à se prononcer sur plusieurs questions autour de cette rénovation, notamment bien sûr sur l'organisation de primaires, des primaires qui seraient ouvertes à tous les sympathisants de gauche. Autre question importante et qui fait débat au sein du Parti Socialiste, c'est celle de la limitation du cumul des mandats. On va en parler tout de suite avec notre premier invité, le député socialiste Bruno Le Roux. Bonjour. Bonjour. Ce référendum militant, est-ce qu'il pollue pas un petit peu les débats aujourd'hui lors de cette première journée parlementaire? Non, je vais vous rassurer, pour l'instant nous n'en avons pas parlé une seule minute, ni ce matin. Ça vous préoccupe pas trop? Un peu comme tous les militants socialistes finalement, on a écoutez, l'impression. en même temps, ça me préoccupe demain, j'irai voter. Et je pense qu'il y a un sens à donner qui est un sens vers une plus grande ouverture, une plus grande rénovation. Et en même temps, je pense que les socialistes et les Français en ont assez que les socialistes parlent aux socialistes. Ils ont envie que les socialistes parlent aux Français. Et que l'on s'interroge sur les grands problèmes qui font la rentrée, les grands problèmes sociaux. Et nous n'avons fait que cela cet après-midi dans notre travail en commission, prendre les dossiers un par un et essayer de disséquer les raisons de notre opposition et surtout les propositions qui vont être les nôtres. Vous n'en parlez pas beaucoup, mais tout de même, ce référendum interne est dans toutes les têtes. Il y a visiblement un problème de mobilisation des militants. Seulement 64 000 adhérents sont à court de cotisation au Parti Socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une crainte finalement que ce référendum interne fasse un flop et que ça écorne une nouvelle fois l'image de Martine Aubry? Vous savez, moi je n'ai pas de crainte sur le résultat. Le résultat sera une marche en avant vers la rénovation. Après, je pense que le débat a été un peu précipité, qu'il est arrivé vite, qu'il faudra, après les élections... Comment? Il aurait fallu plus de temps. Oui, il aurait fallu en tout cas le poser, on posait les prémices aujourd'hui et puis surtout renvoyer ça après les élections régionales parce que ce sur quoi on nous attend aujourd'hui, c'est l'opposition au gouvernement, nos propositions et puis dire pourquoi nous voulons demain incarner à nouveau des projets dans les régions. Mais justement Bruno Le Roux, le risque, s'il n'y a pas beaucoup de mobilisation autour de ce référendum, c'est que finalement la rénovation du parti ne soit pas basée sur un plébiscite, sur une large majorité au moins. Mais les plébiscites, c'est jamais des bons instruments de rénovation. Non, mais une large majorité. Mais large majorité, vous savez, il y a beaucoup de questions. C'est les questions qui méritent d'être creusées. Moi, je retiens surtout jeudi soir que les militants vont désigner leur tête de liste régionale. Que chacune d'entre elles voter finalement alors un bilan. Et puis après, il faudra de toute façon, sur ces questions de rénovation interne, revenir après. Mais je proposerais que l'on inverse les choses. Travaillons sur le fond d'abord. Précisons nos idées. Et cela suffira, je le pense, à remobiliser les militants et les Français. Alors, vous parlez de fond justement. Alors, tout cet après-midi, les journalistes ont été un peu mis à l'écart puisque vos travaux étaient à huis clos. Comment ça se fait? C'est pour éviter que les journalistes, une nouvelle fois, fassent part de vos divisions? Oh non, c'était pour ça. C'est parce qu'on a travaillé en commission. Vous savez, on est organisé à l'Assemblée nationale et au Sénat en commission. On a souhaité prendre des thèmes qui sont des thèmes très très précis. J'étais moi aux travaux de la commission des lois. Nous avons travaillé sur la réforme, le rapport Léger, la réforme de la procédure pénale. Nous avons travaillé sur la question de la réforme des collectivités territoriales. Ces deux textes sur la question de la fin de vie, de l'euthanasie. Donc vous voyez, des sujets très sérieux qui sont des sujets où nous souhaitions travailler en nous disant sur le fond les différences, en essayant de trouver les points qui vont former nos propositions de loi. Et nous avons fait cela dans chacune des commissions. Tout simplement pour dire qu'il y a des moments comme la plénière où vous allez avoir le compte rendu en direct pour vos téléspectateurs dans quelques minutes. Et puis les députés, à côté de ce qu'on voit à la télé, ils bossent aussi à côté. Ils savent bosser entre eux, ils savent bosser en essayant d'être sur des débats de fond. Alors par exemple, sur le budget qui était présenté ce matin en Conseil des ministres, qui était présenté en Commission des finances à l'Assemblée et au Sénat cet après-midi, et puis ce soir, Christine Lagarde et Éric Woerth vont tenir une conférence de presse sur ce budget 2010 préparé par le gouvernement. Qu'est-ce que le Parti Socialiste, par exemple, propose? Écoutez, d'abord, ce budget, il est terrible. Des déficits comme notre pays n'en a jamais connu.
On essaye d'ailleurs de maquiller le déficit de cette année, 140 milliards d'euros, derrière celui prévu l'année prochaine, 115 milliards. Et ce qu'il faut dire dans ce déficit, c'est que ce n'est pas un déficit dû à la crise, ce n'est pas un déficit qui permet à la France de rebondir, c'est un déficit parce que les mauvaises réformes du gouvernement sont financées par de la dette supplémentaire. Nous disons aussi que ce budget est faussement vert, on essaye de le présenter comme un budget vert, non ? C'est pas un budget vert. Il y a une taxe sur le carbone, la taxe carbone. Mais également les mesures du Grenelle de l'environnement. Oui, mais il y a très peu de mesures du Grenelle de l'environnement. Et d'ailleurs, la seule mesure qui était plutôt écologique dans le budget, nous le reconnaissions nous-mêmes, qui était le bonus-malus pour les véhicules. Les Français, vous savez, quand ils changent leur véhicule, la plupart d'entre eux, ceux qui ont des revenus modestes, ils avaient la prime de 700 €. Eh bien, elle va baisser à 500. C'est la seule mesure qui pouvait être efficace écologiquement et qui va baisser dans le budget. Mais justement, quelle est la principale critique pour vous de ce budget? C'est qu'il ne fasse pas la part belle aux ménages et qu'il s'intéresse plus aux entreprises aujourd'hui, c'est ça votre critique? Il est totalement injuste fiscalement, ce budget. On voit aujourd'hui la suppression de la taxe professionnelle, par exemple, pour toutes les entreprises. 6 milliards cette année, 12 milliards l'année prochaine. Les allègements pour la restauration, 2,5 milliards. Quand on met à côté les économies sur le non-remplacement d'un fonctionnaire, c'est 500 millions d'euros. C'est-à-dire que la TVA pour les restaurateurs pour une année, c'est 5 années de non-remplacement des fonctionnaires. Plus le paquet fiscal, plus nous, ce que nous disons aux Français, c'est que le déficit qui est aujourd'hui le déficit abyssal du budget, c'est forcément des impôts nouveaux pour eux aujourd'hui et demain. Très bien, écoutez, merci beaucoup Bruno Leroux d'être venu sur cette terrasse de la médiathèque de Toulouse répondre en direct à nos questions. C'est un sénateur maintenant qui va prendre votre place. Didier Guillaume, bonjour, merci de nous rejoindre. Sénateur de la Drôme, président également du Conseil général, donc un cumulard qui s'assoit sur ce tabouret face à nous. Demain, les militants sont appelés à voter lors de ce référendum sur la rénovation du Parti socialiste et donc cette fameuse question autour du cumul des mandats. Est-ce que vous allez voter pour une limitation, Didier Guillaume? Non, je ne voterai pas demain à la question, je répondrai non. Si la question est, peut-on jouer à l'Olympique de Marseille et à l'Olympique lyonnais en même temps? Évidemment, non. Si la question est, peut-on jouer à l'Olympique de Marseille et en équipe de France? La question est, c'est un plus pour la France. Donc je crois vraiment que dans ce cadre-là, la rénovation doit être en marche. Il faut limiter le cumul des mandats, mais cela doit être fait pour l'ensemble des élus de ce pays et pas uniquement pour nous-mêmes. Mais c'est pas aux socialistes de montrer l'exemple quand même. On sait que c'est une mesure qui est plébiscitée par les Français et même pour faire émerger finalement de nouvelles générations politiques. Moi, je suis sur le terrain, comme tous les élus. Jamais aucun citoyen dans mes permanences, dans les inaugurations, me parle du fait que je sois à la fois sénateur et président de conseil général parce que j'ai été élu par le peuple. Par contre, il me parle de la crise, il me parle du chômage, il me parle de la situation des entreprises. Ce n'est pas un faux débat. Je pense que la modernisation de la vie politique est importante. Je pense qu'il faudra aller vers une limitation plus drastique des mandats, mais ne parler que des mandats sans parler des fonctions, à mon avis, c'est une aberration. Lorsque l'on cumule avec une agglomération, avec un service départemental d'incendie et de secours, avec un OPAC, je pense qu'il y a autant de travail que d'être sénateur d'opposition et président d'un conseil général. Le risque, c'est aussi, selon vous, de voir se multiplier les cas de dissidence aux prochaines élections? Évidemment, je pense que le fait de proposer que le cumul des mandats s'applique élection après élection, je crois que ce n'est pas la bonne formule. Oui, il faut limiter, mais faisons-le tous ensemble, à la fin des mandats, ou avec une loi évidemment, je pense que ce serait beaucoup mieux. Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Et puis vous savez, moi j'ai laissé la mairie dans laquelle j'étais maire à une jeune femme de 35 ans. On peut très bien passer le témoin, on peut très bien passer les responsabilités. La communauté de communes dans laquelle je suis, c'est un maire qui l'a. On n'est pas obligé de tout cumuler d'ores et déjà, alors que j'aurai l'autorisation de le faire. Donc attention, oui il faut moderniser, oui il faut limiter le cumul des mandats, mais faisons-le dans le cadre d'une loi et dans le cadre d'une réflexion globale sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. On suivra bien sûr les résultats de ce référendum interne et on accueille tout de suite Jean-Louis Bianco. Merci Didier et Guillaume. Voilà, alors que dans la salle plénière où vont se dérouler les débats, on voit le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, qui va bientôt s'installer pour tenir son discours. Bonjour Jean-Louis Bianco, bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle tonalité vous avez envie de donner aujourd'hui à cette journée parlementaire du Parti socialiste? Du travail et de la fraternité, mais j'ai pas besoin de donner moi cette tonalité, c'est de fait ce qui se passe. On est heureux de se retrouver, on travaille bien. Moi, je sors d'une réunion absolument passionnante, Affaires étrangères, défense,
où on a parlé de l'Iran sur lequel j'avais fait un rapport et de l'Afghanistan. On a travaillé à l'élaboration d'une position. Quel type de proposition, par exemple, en matière de relations internationales? En matière de relations internationales, notre sentiment, je vous livre nos réflexions, c'est pas encore une position du parti, c'est que on ne peut pas abandonner l'Afghanistan à son sort. Mais en même temps, on ne peut pas rester éternellement. Il faut donc sans doute qu'on se fixe des objectifs. Afghanisation de l'armée, scolarisation, moins de corruption, éradication de la drogue, et qu'on se donne un délai. Et un retrait progressif peut-être? Non, notre idée c'est plutôt qu'on se donne un délai pour examiner si ces objectifs sont atteints ou pas. Parce que si on dit on part dans tant de temps, c'est évidemment militairement extrêmement dangereux. Bon, c'est une esquisse de position, mais qu'on veut travailler entre le groupe socialiste à l'Assemblée, le groupe socialiste au Sénat et le parti. Même chose sur l'Iran, où l'idée que j'avais développée dans mon rapport, qui est de dire, certes, il y a un vrai danger nucléaire, mais il faut essayer vraiment de négocier sur l'ensemble, sans se focaliser tout de suite sur le nucléaire, sans être naïf, c'est une position qui intéresse beaucoup de camarades. Mais enfin, on aura formalisé ça dans les semaines à venir. On l'a bien compris. En gros, les députés sénateurs sont prêts à travailler en cette nouvelle année parlementaire. Est-ce que c'est pas un peu aussi une thérapie de groupe pour oublier quand même cette rentrée qui a été un peu difficile pour les socialistes? C'est une thérapie de groupe permanente, je dirais, parce que dans nos groupes parlementaires, et je crois que c'est la même chose pour nos collègues députés européens, ça se passe généralement bien. On a réussi, grâce à notre manière de travailler, à nos présidents de groupe, à être à l'abri des turbulences. Il y en a eu beaucoup, vous savez, il faut regarder avec un peu de recul, le référendum, le congrès, les difficultés des uns et des autres. Bon, c'est un endroit où on est heureux de travailler, je crois qu'on travaille bien. Notre principal défaut, c'est qu'on n'arrive pas à faire savoir nos propositions et nos idées, et donc ces journées peuvent y contribuer. Quelle lecture, Jean-Louis Bianco? Vous avez des dernières élections partielles, notamment du week-end dernier, celle de Rambouillet, par exemple, dans les Yvelines, celle également de l'ancienne circonscription de Monsieur Dassault, où le Parti socialiste arrive derrière ses alliés de la gauche. Quelle lecture vous faites de ces scrutins? Alors, je vais répondre sur ces deux-là, mais sur l'ensemble des élections partielles, oui. Elles sont bonnes pour la gauche, elles sont bonnes pour le Parti socialiste. À part un cas où une bataille interne aux socialistes a fait perdre un canton, on garde les cantons qu'on a et on en gagne. On a gagné Carcassonne, on a gagné Briançon. Dans le cas de Corbeil, c'est décevant, mais on est à peu près au score. Vous êtes quand même loin derrière la liste communiste. On est un peu derrière, comme la fois d'avant. Et le total gauche est un peu décevant, mais on gagnera peut-être. Dans le cas des Yvelines, c'est clair. Rambouillet, il y avait une candidate socialiste et un candidat maire de Maurepas qui était habituellement soutenu par les socialistes. Donc on a divisé les voix en deux. Et la candidate verte était une bonne candidate qui avait été candidate à plusieurs reprises. La bonne nouvelle pour toute la gauche, c'est qu'elle arrive pratiquement à 50%, alors que Christine Boutin faisait 60%. Donc ça veut dire que rassemblée, la gauche peut gagner. Et moi, ça me gêne pas que ce soit derrière la candidate. Même si le Parti socialiste est à la traîne. Non, mais il était à la traîne pour les raisons que je vous ai dites. On aurait eu un seul candidat, je pense qu'on aurait été devant. Il n'y a pas quand même une menace verte? On voit quand même que les candidats d'Europe Écologie font une vraie percée. Non, je ne le crois pas. Quand vous regardez les votes, je ne le crois pas. Très souvent, vous n'avez pas peur des Verts aujourd'hui? Non, d'abord, je ne veux pas en avoir peur. C'est des alliés, j'espère, dès le premier tour, en tout cas au second tour. Mais quand on regarde les votes, ils sont le plus souvent très en recul par rapport au vote d'Europe Écologie. Parce qu'Europe Écologie, c'est pas que les Verts. C'est Cohn-Bendit, c'est Eva Joly, c'est une ligne sur l'Europe. Donc je pense que les résultats intermédiaires ne sont pas si bons que cela pour eux. Bien sûr, certains chez eux peuvent se dire c'est formidable, on va manger la laine sur le dos aux socialistes. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on aille ensemble dès le premier tour. Mais je n'ai pas d'inquiétude sur la menace verte, même s'il y a une mode actuellement, même si c'est dans l'air du temps. Parce que je pense que, notamment pour les échéances régionales, on a des formidables présidents et des formidables bilans et qu'on a fait avec les Verts. Très bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Louis Bianco d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on va se diriger vers la salle plénière où vont commencer les débats de cette seconde partie de l'après-midi, avec tout de suite le discours du président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, on l'écoute. Démesuré de communication du gouvernement, ce budget est le plus mauvais budget que la France ait eu à connaître depuis des décennies. Car ce budget est à la fois injuste, mais il plombe l'avenir. Ce budget est injuste car il multiplie les inégalités jusqu'à la nausée. Dans les 15 derniers jours, la droite a inventé 2 taxes. La taxe carbone, la taxation des indemnités liées aux accidents du travail et augmenté une 3e, le forfait hospitalier. Sans oublier la suppression de la taxe professionnelle qui se traduira par un nouveau transfert de la fiscalité des entreprises vers les ménages. Je ne développe pas, Jean-Pierre Bell y reviendra tout à l'heure. Et dans le même temps, Nicolas Sarkozy refuse de toucher aux privilèges de ses clientèles fortunées. Le bouclier fiscal, les niches fiscales, les droits de succession, les stock options,
les retraites chapeau. Aujourd'hui, la France paie pour ses riches. C'est moralement indécent, c'est absurde économiquement. Et ce projet de budget plombe l'avenir parce qu'en laissant creuser de manière aussi dangereuse les déficits, la droite nous condamne à terme à de nouveaux impôts et prive la France, à législation fiscale constante, de toute marge de manœuvre pour répondre aux défis de demain. Nous ne sommes pas obsédés par le taux, le niveau de la dette en période de crise, c'est vrai, mais encore faut-il qu'elle serve à financer la relance et la consommation des ménages et pas la protection des privilèges et de la rente. Ce budget n'est pas lucide sur l'état de la crise. Et si on regarde simplement le budget de l'emploi, il n'y a quasiment rien de nouveau, rien de plus. Alors que le chômage, nous le savons partout, et notamment chez les jeunes, mais pas seulement les jeunes, ne cesse de s'aggraver dans des conditions particulièrement alarmantes. Alors que voulons-nous? Nous sommes favorables à la dépense publique pour améliorer la reprise, pour conforter l'emploi, pour préparer l'avenir, mais par des investissements stratégiques. Mais nous ne voulons pas les financer par un grand emprunt qu'on nous annonce comme un emprunt plébiscitaire, un emprunt de propagande, juste à la veille de l'élection des conseils régionaux, qui sera coûteux pour le contribuable et qui, au fond, reportera la dette sur les générations futures. Oui aux priorités nationales stratégiques, non à un emprunt qui dilapiderait les moyens de la France. Et nous voulons une politique qui restaure les ressources de l'État. Et pour ça, il faut prendre l'argent là où il existe vraiment. Ce n'est pas dans les poches des malades. Ce n'est pas dans celles des accidentés du travail, des salariés qui se trouvent la réponse, mais bien dans la remise en cause des 14 milliards du paquet fiscal ou les 70 milliards des niches fiscales. Nous sommes favorables à une fiscalité écologique, mais à la condition qu'elle soit efficace pour réorienter les comportements et surtout qu'elle soit juste sur le plan social. Et en cette rentrée, nous voulons donc opposer à la fuite en avant gouvernementale une politique qui réponde aux enjeux de cette période particulièrement difficile. Mes chers camarades, voilà un an que la crise est là. Voilà un an que le pouvoir nous annonce sa volonté de refonder le capitalisme. Jusqu'ici, nous n'avons rien vu, rien n'a changé. Ah, les discours, nous en avons. Mais nous allons faire des propositions. Nous allons faire des propositions sous forme de propositions de loi, d'amendements, et nous mettrons la majorité au pied du mur au Parlement. Mesdames et messieurs les députés de la majorité, vous voulez refonder le capitalisme avec M. Sarkozy? Vous voulez un hyper-parlement face à un omniprésident? Eh bien, chiche. On verra, même si nous ne faisons pas beaucoup d'illusions, mais on fera en tout cas la démonstration qu'il y a des discours, mais que la politique ne change pas et que c'est toujours la même. Et pourtant, le changement est nécessaire. Car cette crise, comme en 1929, a deux causes. La première est un château de cartes financier qui repose sur le surendettement des ménages. Et la deuxième, c'est la pression constante sur les salaires. Comme en 1929, la crise a été précédée par une formidable explosion des inégalités. Les écarts de revenus sont passés d'un rapport de 1 à 30 à un rapport de 1 à 300, sans aucune justification bien sûr. Alors nous proposons d'en tirer les leçons. Je ne vais pas détailler nos propositions, mais il y aura des propositions très précises, sous forme de propositions de loi, d'amendements. J'en prendrai simplement 3 que j'évoquerai brièvement. Une première proposition. J'ai évoqué les 70 milliards que coûtent les niches fiscales. Un vrai scandale. Mais là aussi, le gouvernement a finalement renoncé à agir. Est-il supportable que certains riches contribuables échappent à l'impôt sur le revenu, tandis que dans le même temps, le gouvernement multiplie les taxes pour l'immense majorité des Français? Est-il tenable de faire payer les accidentés du travail et d'exonérer les plus-values réalisées, par exemple, pour la vente d'un cheval de course? Nous proposerons le plafonnement efficace de ces niches lors de la discussion budgétaire. Et la deuxième proposition, certaines rémunérations sont devenues proprement indécentes. Et là, la dénonciation est unanime. On le voit, on annonce toujours qu'on va faire quelque chose, mais rien ne change. Est-il exemplaire qu'un patron s'augmente sans contrôle, quand dans le même temps son entreprise licencie et les salaires sont bloqués? Est-il sain
de stimuler les prises de risque des traders avec des bonus quand ce sont justement ces excès qui ont conduit le monde au bord du chaos. Nous proposerons que soit négocié dans chaque entreprise, sauf pour celles qui sont aidées par l'État, où nous limiterons les salaires de 1 à 20, nous proposons que dans chaque entreprise, avec évidemment la consultation des salariés, que soit instauré un revenu maximum. Et la troisième proposition, très précise, concerne les mécanismes de crédit aux particuliers. Le crédit revolving conduit chaque année des milliers de ménages au surendettement. Là encore, le constat est partagé sur tous les bancs des groupes parlementaires, ça fait des années qu'on le dit, mais les mots ne sont jamais suivis d'actes. Après la crise des subprimes, doit-on encore pousser à l'endettement des ménages les moins solvables? Alors nous, ça sera très précis, ça sera très clair, nous proposerons la suppression du crédit revolving et chacun prendra ses responsabilités. Mais à cette crise économique, à cette crise sociale et financière, s'ajoute une autre crise profonde, durable, celle-là, qui est la crise environnementale. Je veux redire ici, comme le Parti socialiste, que nous sommes favorables à une contribution énergie-climat et que la taxe carbone du gouvernement est en train de gâcher, aux yeux de l'opinion, une idée juste. Et je veux ajouter que toutes les pistes sont d'ailleurs loin d'avoir été explorées pour répondre à cette question de l'encouragement de nouvelles pratiques, à la prise de conscience. Mais je voudrais en évoquer une, au-delà de ce qui sera dit dans les comptes rendus à partir de tout à l'heure et également demain matin des travaux des commissaires socialistes du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Parlement européen. La France et l'Europe, je crois qu'elles doivent affirmer avec force leur ambition lors du sommet de Copenhague. Je pense que la France comme l'Europe peuvent être les moteurs d'un changement de modèle économique, social et environnemental. Sans doute avons-nous plus de capacités que les autres continents. Mais en même temps, cela ne doit pas nous rendre naïfs. Aussi, je pense qu'il est nécessaire, pour interdire toute forme de dumping écologique, que soit proposé, et c'est la proposition que les socialistes doivent faire, et les socialistes français et européens, de remettre à égalité de concurrence producteurs européens et étrangers en soumettant les importations à une contribution écologique aux frontières de l'Union. Voilà quelques exemples concrets, comme on a une règle du jeu et que je veux la respecter aussi, je suis donc bref, de ce que la gauche peut apporter comme alternative. C'est ça la responsabilité qui est la nôtre, c'est de montrer la voie d'une alternative. Et nous le verrons à travers le travail des rapporteurs des différents groupes de travail de ce séminaire qui vient de se dérouler. Et je pense que là, on aura une idée de ce qui est possible, pour convaincre les Français qu'on peut voir les choses et les faire autrement. Chers collègues, chers camarades, je conclus, parce que justement, je crois que parfois, jusque dans nos rangs, on entend un pronostic bien sombre, celui de notre défaite programmée en 2012. Pourtant, les Français ont lucidement analysé Nicolas Sarkozy et débusqué chez lui sa suffisance et ses insuffisances. Ils ont compris que sa politique sert d'abord ses amis, comme ils en auront une nouvelle illustration dans les prochains jours avec la discussion du projet de libéralisation des jeux en ligne, qui n'est qu'un cadeau de plus à ses invités du Fouquet's. Les Français ont fait le tour de ce président. Ils n'espèrent plus de Nicolas Sarkozy, mais reconnaissons lucidement qu'ils n'espèrent pas encore en nous. Et c'est bien là notre responsabilité. Donc au cours de cette session, sans nous mêler de toutes les déclarations des uns et des autres, au contraire, en nous concentrant sur notre mission, nous devons rendre plus lisible une autre politique. Ça devrait même être une obsession. En tout cas, je le dis au nom des députés du groupe socialiste radical et citoyen, nous partageons cette détermination. La qualité des membres du groupe, du travail qui est fait, moi je crois qu'on peut le dire, on peut être fier de nos capacités. Et on l'a vu tout à l'heure dans les différents groupes à l'occasion de ce séminaire. Eh bien, faisons la démonstration que nous n'avons qu'une seule obsession. Et cet engagement, nous le ferons en lien, bien sûr, avec le travail de rénovation que conduit Martine Aubry pour le Parti socialiste. Nous voulons être les promoteurs d'un nouveau contrat social, d'un contrat où la vie, la solidarité, l'éducation, la santé,
le collectif, l'intérêt général ont plus de valeur que la recherche effrénée de la rentabilité, de la course au profit ou même de la quête du superflu. Dans cette ville de Toulouse, mes chers camarades, on en a parlé ce matin, on en reparlera tout à l'heure, qui fut et qui est encore la ville de Jaurès. Je veux dire que son message a traversé le siècle et qu'il est toujours valable et que le socialisme n'est pas une idée ringarde et dépassée. Que même s'il faut se ressourcer, réinventer sans cesse, que la responsabilité des socialistes, et c'est l'originalité des socialistes, je le dis par rapport à toutes les autres formations de la gauche, c'est d'être capable, avec eux, mais avec notre originalité, de concilier la nécessité de la création de richesses économiques, d'inventer et de créer de nouveaux emplois, de faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous, mais aussi de traiter la question des inégalités sociales qui traversent nos sociétés développées, mais qui sont aussi celles qui existent encore davantage depuis quelque temps et quelques années au niveau du monde entre le Nord et le Sud, et de traiter en même temps la question écologique, mais pas simplement en prenant une partie, en prenant à bras-le-corps la totalité des questions. Ça, c'est l'originalité du socialisme. Alors, mes chers camarades, soyons fiers d'être les héritiers de Jean Jaurès. Merci à toi, Jean-Marc, pour ces propos mobilisateurs. Je propose donc maintenant d'écouter les rapporteurs de la Commission des affaires économiques et nous allons commencer par Michel Teston qui va évoquer la privatisation de la Poste. Chers et chers camarades, il m'a été demandé en 3 minutes de faire la synthèse des travaux de la Commission concernant le projet de loi relatif à la Poste. Alors pour ce faire, je vais donc évoquer successivement le contenu du texte, les critiques que nous formulons et également je formulerai un certain nombre de propositions. D'abord un rappel sur les 2 volets du projet de loi. La première partie de ce texte prévoit la transformation de la Poste en une SA dont le capital est détenu par l'État ou d'autres personnes morales appartenant au secteur public. Et la seconde partie du texte transpose une directive européenne supprimant le secteur réservé, c'est-à-dire le monopole résiduel pour la levée, le tri et la distribution des plis de moins de 50 grammes. Alors quel est notre avis sur ce projet de loi? Eh bien, vous en doutez, il est extrêmement critique, puisque les exemples que nous avons tous en tête, GDF, EDF, France Télécom, montrent bien qu'on est passé d'un simple changement de statut à une privatisation partielle et peut-être totale à l'avenir. Donc nous considérons que le gouvernement et l'UMP ont engagé la Poste dans une démarche de privatisation progressive avec des risques extrêmement sérieux pour le maintien du service universel postal, pour l'emploi, pour la présence postale, pour le prix unique du timbre, qui est un élément essentiel de péréquation, mais aussi pour l'aménagement du territoire et pour le lien social que représente la présence postale. Nous refusons donc le changement de statut qui, contrairement à ce qui est dit parfois, n'est nullement imposé par l'Union européenne, il faut le dire, et nous avons également voulu manifester notre volonté de marquer que ce combat que nous menons pour éviter le changement de statut de la Poste s'inscrit dans un combat pour la défense des services publics, Certains, lors de la Commission, ont rappelé que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors, par rapport à ces critiques, quelles sont nos propositions? Elles sont simples. Nous sommes favorables au maintien du statut d'exploitant autonome de droit public, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial, statut qui nous paraît parfaitement adapté, même avec l'ouverture à la concurrence au 1er janvier 2011 de l'ensemble du secteur postal. Mais cela suppose que l'État donne à la Poste des moyens qu'il lui a toujours refusés jusqu'à présent, en sécurisant ses missions de service public, mais aussi, et bien sûr, en apportant des moyens pour 2 des 4 missions de service public où les États membres de l'Union européenne sont entièrement libres d'intervenir. Je pense, bien sûr, à la présence postale ainsi qu'au transport et à la distribution de la presse. Voilà ce que je voulais dire concernant ces propositions. Un mot pour conclure, je pense que j'aurai respecté mon temps.
que, faute de l'adoption d'une loi organique, il n'est pas possible d'organiser un référendum en application de l'article 11 révisé de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les citoyens qui veulent défendre la Poste, qui veulent défendre le service public de la Poste, à se mobiliser au cours des consultations citoyennes qui sont en cours depuis le 27 septembre et dont la dernière journée sera le 3 octobre avec, on l'espère, une mobilisation encore plus forte que lors des journées précédentes. Merci Michel. Au tour de Jean-Paul Chanteguet qui va évoquer le sommet de Copenhague sur le climat. Chers camarades, je souhaite effectivement évoquer la préparation du sommet de Copenhague qui se tiendra donc début décembre. Je voudrais tout d'abord rappeler que les socialistes ont toute légitimité pour parler de réchauffement climatique. Depuis 1992 et le sommet de la Terre à Rio, nous avons participé à la prise de conscience mondiale sur les changements climatiques et la perte de biodiversité. Comme l'avait déclaré François Mitterrand à Rio, notre devoir, qui est le même partout et pour tous, est de faire que la terre nourricière soit à la fois notre maison et notre jardin, notre abri et notre aliment. C'est aussi un gouvernement de gauche qui a négocié pour la France et pour l'Europe l'accord de Kyoto. À Copenhague, c'est l'Europe qui va négocier pour nous, et l'on sait que l'Europe est majoritairement à droite. Notre influence sera donc faible. Avec l'avènement de la société post-carbone, nous allons vivre de grands bouleversements sur le plan social et sociétal. En 2050, le carbone n'aura pas disparu. Il sera consacré à des processus de production pour lesquels il est irremplaçable. Le carbone qui sera exploité à cet horizon sera très cher, compte tenu de l'épuisement des réserves en énergie fossile. Demain, les défis seront nombreux. Ils concerneront la production d'énergie, la gestion de la forêt, des océans, de la biosphère, la production et la consommation des produits agricoles. Demain, c'est notre manière de vivre, d'habiter, de nous déplacer et de consommer qu'il faudra changer. Difficile pour nous ce soir de faire une analyse précise de l'accord sur le réchauffement climatique qui, nous l'espérons, sera signé à Copenhague, puisque celui-ci n'existe pas encore. Il est néanmoins de notre responsabilité d'exprimer des choix, des exigences et pour le sommet de Copenhague. Nous pensons tout d'abord qu'il faut revenir aux fondamentaux de Rio et arrêter l'éclatement entre l'écologie, le social et l'économie, entre l'environnement et le développement imposés dans tous les traités internationaux par la droite et les conservateurs. Nous ne voulons pas que Copenhague ne soit qu'un accord de plus qui serait déconnecté de l'enjeu fondamental que constitue le soutien aux économies les plus précaires. La lutte contre le réchauffement climatique étant pour nous indissociable de la lutte contre la pauvreté chez nous et dans le monde, comme sont indissociables pour nous l'urgence climatique et l'urgence sociale. Il est indispensable en effet d'assurer l'accès et l'usage de tous aux ressources de la planète. La réaffirmation par les grandes puissances économiques des engagements qu'elles ont pris en septembre 2000 lors du sommet du millénaire qui s'est tenu sous l'égide des Nations Unies portant sur l'élimination de la pauvreté et le développement durable s'impose aujourd'hui. Nous considérons qu'il est nécessaire que Copenhague garantisse qu'à l'OMC les objectifs du millénaire et l'accord sur le climat fassent partie d'un même dispositif cohérent. Nous ne croyons pas que seul le marché des quotas d'émissions de carbone permettra d'assurer le financement du développement et de la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays pauvres au travers de transferts de technologies à faible intensité de carbone et de la mise en œuvre de projets de développement propres. Par contre, nous croyons plus pertinent de proposer, comme nos camarades députés européens l'ont fait, la création d'une taxe dite taxe Tobin verte sur toutes les transactions financières internationales qui pourrait, avec un taux de 0,1%, rapporter 250 milliards de dollars par an, alors qu'aujourd'hui on évalue les besoins à 100 milliards d'euros par an jusqu'à 2020. Enfin, nous ne comprendrions pas qu'à Copenhague, les conclusions du GIEC soient remises en cause explicitement ou implicitement, qu'à Copenhague, on soit tenté de sanctuariser des domaines comme le transport aérien ou maritime, dont le développement dans des conditions protégées a été à l'origine de délocalisations massives, mal gérées, et dont le résultat a été de précariser nos économies sans modifier structurellement les conditions de développement des pays les plus pauvres de la Terre. Comme nous ne comprendrions pas que l'on ne prenne pas en compte les forêts et l'agriculture, car l'exploitation actuelle des ressources naturelles de la planète et l'organisation des filières de production qui y sont associées sont complètement déconnectées de la réalité de la valeur de ces ressources.
Notre rôle à nous, socialistes, c'est de montrer et de démontrer que nos valeurs nous permettent de répondre aux défis de la société du XXIe siècle et qu'il y a un chemin autre que celui de confier au marché seul la solution à cette crise. Souhaitons que, grâce à Copenhague, l'humanité sorte du piège climatique et énergétique dans lequel elle s'est enfermée depuis la révolution industrielle. Merci Jean-Paul. Le troisième rapporteur est François Brottes qui va évoquer le crédit revolving. Bon, je vais faire ça de façon assez rapide et synthétique, en tout cas je l'espère. Quand on commence comme ça, généralement on fait un peu long. Non, il y a urgence parce que dans une période où le pouvoir d'achat est en baisse et que la précarité est en hausse, effectivement, nos concitoyens sont victimes de tous les abus. Et de surcroît, le gouvernement en rajoute. Je cite quelques exemples de contexte pour montrer qu'effectivement, le consommateur n'est pas la première préoccupation du pouvoir. La TVA sur la restauration, il vous aura pas échappé que les consommateurs n'ont pas vu passer sa diminution. La loi de modernisation de l'économie, dont on parle peu actuellement, est un des facteurs qui a généré la crise du lait. Je tiens à le dire ici. On a cassé complètement les conditions de vente telles qu'elles évoquaient aujourd'hui, qui respectaient le fournisseur par rapport à l'acheteur. Tout ça a été détruit à la demande de M. Leclerc, avec la demande de M. Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est le pot de terre contre le pot de fer, ce qui fait que ça aggrave la crise du lait dans le pays. Et nous demandons la révision rapide de cette loi de modernisation de l'économie. La transparence des banques, nous l'avions indiqué, nous souhaitions que les banques disent clairement combien coûtaient les transactions, les différents produits qu'elles proposent aux consommateurs. La Commission européenne récemment vient de taper sur les doigts des banques françaises parce qu'effectivement on n'y comprend rien. Et donc le crédit revolving, il est au milieu de tout ça. On l'appelle le crédit revolver, je pense que c'est pas mal vu. D'autres diront crédit permanent, surendettement au tournant. 21% des encours de crédit, selon la Banque de France, c'est du crédit revolving. C'est énorme. L'encours moyen, c'est 1100 € par ménage, alors que le salaire médian est à 1500 €. C'est énorme. Un Français sur 3 qui utilise le crédit revolving, c'est parce qu'on lui a refusé à la banque un crédit à la consommation assez classique. Les taux du crédit revolving, c'est 20% en moyenne. On paye 2 fois la TVA. C'est énorme, c'est monstrueux. Enfin, je crois qu'il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. 10% des Français ont un crédit revolving en cours et la grande majorité, pour ne pas dire la totalité de ceux qui sont surendettés dans le pays, c'est plus d'1 million de Français qui ont fait appel aux commissions de surendettement, ont eu à connaître du crédit revolving. Donc il y a pour nous urgence à assainir les choses et à ne plus emmener les gens dans le mur parce que c'est extrêmement grave, ça crée des situations extrêmement préjudiciables. Je rajouterai d'ailleurs que lorsque l'un des conjoints fait appel au crédit revolving, l'autre n'est pas forcément au courant puisqu'il n'y a pas obligation de signature des deux comme dans un prêt classique et que parfois on découvre qu'on est surendetté malgré soi alors qu'on n'a pas été moteur dans la mise en œuvre du dispositif en question. Alors que proposons-nous ? Que proposons-nous ? L'interdiction pure et simple du crédit revolving. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on propose en remplacement ? Eh bien nous y avons réfléchi tout à l'heure en atelier, nous proposons que soit instauré un crédit social universel auquel tout le monde pourra avoir accès par le biais des bureaux de poste. Raison de plus pour maintenir les bureaux de poste dans ce pays, parce qu'effectivement, seuls eux ont la capacité, la vocation et l'éthique pour accueillir tout le monde, pour justement favoriser, y compris l'accès des plus démunis, à un crédit, mais beaucoup plus moralisé que n'est le crédit revolving. Nous proposons aussi l'instauration du fichier positif. Le mot fichier est pas joli, mais le mot positif est pas mal. Le fichier positif, c'est la Banque de France qui détient, pour le compte de ceux qui en font la demande et ceux qui sont directement concernés, le montant de leur endettement. Et eux seuls, ceux qui demandent un prêt, pourront avoir accès à ce fichier, personne d'autre, et par contre, il serait fait obligation aux vendeurs de crédit de faire en sorte qu'effectivement, ils puissent disposer d'une information fiable sur l'endettement, et si ils prêtaient aux gens, bien que ces gens ne soient pas en capacité de rembourser, ils seraient responsabilisés pénalement. C'est l'une des propositions que nous faisons, parce qu'il y a trop de gens, parce qu'ils ont intérêt à vendre à la fois un produit, un écran plat ou autre chose, et un crédit, parce qu'ils sont commissionnés sur les deux, dans le même lieu, dans le même temps compulsif, parfois, ces gens-là sont complètement déresponsabilisés. Il faut en finir avec ces pratiques-là. C'est l'une de nos propositions. Nous proposerons aussi qu'il y ait séparation entre la carte de fidélité et la carte de crédit. C'est très important de dissocier les deux, de la même façon que le lieu de vente du crédit et le lieu de vente du produit. Et enfin, l'Arlésienne, nous remontons au créneau pour que soit mis en œuvre l'action de groupe dans ce pays, puisqu'on nous l'annonce, on nous le promet depuis des années.
Les consommateurs n'ont pas accès à une mutualisation d'actions pour justement combattre des ventes qui n'auront pas été correctes sur les produits ou malhonnêtes sur les financements. Il faut absolument que tout cela puisse se mettre en œuvre par le biais de la loi. Donc, suppression du crédit revolving, mise en œuvre à la place d'un crédit social universel, mise en place d'un fichier positif et enfin, mise en place dans le pays de l'action de groupe. Class action, c'est la même chose, c'est le même sujet. En tout cas, voilà des propositions simples, claires, que font les socialistes dans le combat mené au service des consommateurs et de leur protection. Merci François. La parole maintenant est à la salle et conformément à ce qui était demandé, j'ai 6 inscrits qui vont s'exprimer chacun à leur tour à concurrence de 3 minutes chacun. Le premier étant Gilles Pargneaux, député européen, qui cherche un micro apparemment. Voilà. Non mais ça y est. Je pense qu'il m'a... Voilà, ça fonctionne. Oui, chers camarades, donc un point sur le sommet de Copenhague et dans le cadre du travail que nous accomplissons, nous les socialistes députés européens français, avec nos camarades sociaux-démocrates et socialistes en Europe. J'étais ce matin à la commission environnement, santé, sécurité alimentaire, où je suis membre titulaire, et nous avons ce matin commencé à débattre d'une proposition de résolution dans le cadre de ce sommet de Copenhague que nous souhaitons voir adopter lors d'une prochaine plénière au Parlement européen à Strasbourg, donc dans les mois à venir, ou celle du mois d'octobre, je crois. Et cette proposition de résolution comporte un certain nombre d'objectifs que nous voudrions, nous, socialistes européens, voir réaffirmés à l'occasion de ce sommet de Copenhague. Tout d'abord, nous souhaitons que l'Union européenne continue à avoir ce leadership par rapport à ce paquet climat qui avait été adopté et qui comportait un certain nombre d'avancées à l'occasion des années 2008-2009, mais aussi faire en sorte qu'on aille plus loin dans ces objectifs. Et ce matin, au nom des socialistes européens, au nom des socialistes français, j'ai déposé un amendement pour permettre qu'à l'intérieur de cette proposition de résolution, on ait cette contribution énergie-climat aux frontières de l'Europe, telle que tu le disais, Jean-Marc, dans ton propos, ou telle que tu l'as repris, Jean-Paul, également dans le rapport. Car il nous semble effectivement très important que, au-delà des objectifs, qui est de faire en sorte que nous puissions nous mettre d'accord pour limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à un niveau qui ne dépasse pas 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, que nous puissions atteindre des réductions collectives d'émissions de gaz à effet de serre dans la partie supérieure d'une fourchette comprise entre 25 et 40% d'ici 2020 par rapport à 1990. Voilà des objectifs forts que nous avons rappelés ce matin et nous pensons qu'une majorité des parlementaires européens vont nous suivre dans cet objectif important. Mais nous souhaitons également que, car cela ne suffira pas, que nous puissions faire en sorte que les pays développés réduisent considérablement leurs émissions, oui, mais également que les pays en développement contribuent à la réalisation de ces objectifs. Et les pays industrialisés doivent par conséquent apporter un soutien financier et technique suffisant, durable, prévisible aux pays en développement pour les encourager à s'engager en faveur de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est donc aussi pour cela qu'il nous faut avoir cette contribution énergie-climat aux frontières de l'Union européenne si nous voulons enfin avoir cette organisation nouvelle en matière climatique au niveau mondial, ce que nous souhaitons lors de ce sommet début décembre de Copenhague. Merci pour ta précision, Gilles. La parole est maintenant à Daniel Raoul. Là-bas, tiens, le micro là-bas. Daniel, là. Là. À côté de la table, là-bas. Oui, simplement par rapport aux 2 premiers thèmes qui ont été abordés, je l'ai dit tout à l'heure dans la réunion de la commission, mais je crois que ça rejoint en tous les cas des préoccupations des uns et des autres, c'est que je voudrais dans Copenhague
que le volet social soit mieux pris en compte et bien déterminé. Parce que le changement climatique, au-delà des gaz à effet de serre, etc., va conduire à des mutations profondes et à des migrations au niveau des populations. Et c'est ce volet social que je voudrais qu'on développe un peu plus. Mais c'est vrai aussi le volet social en termes d'aménagement du territoire concernant la Poste et ce qui va se passer. Ça risque d'être un déménagement du territoire, même si on trouve des avantages aux agences postales communales. C'est vrai que vaut mieux ça que rien, mais à terme, ce sera quoi? Lorsqu'on aura transformé l'EPIC en SA, on a vu ce qu'est devenu Gaz de France, avec les engagements qu'avait pris un certain ministre à l'époque qui est devenu président de la République. Les promesses n'engagent que ceux qui les entendent, et on voit bien le plan sur lequel ceci a glissé. Et donc je crois qu'il faut le dire à nos concitoyens, vers quelle société on va avec ce régime de passage de l'EPIC au SA. Enfin, juste un petit mot pour tenir dans les 3 minutes, dans le contexte dans lequel nous nous battons au Sénat sur le Grenelle 2. Je dis qu'on est en train, même si on est volontariste pour 2 par rapport aux objectifs du Grenelle et des résultats des COMOP, parce qu'il faut être 2, quelquefois même avec les ministres de l'Environnement, contre la majorité actuelle. Eh bien, je dis que c'est dans un contexte qui est complètement faussé. On raisonne dans le cadre d'un logiciel qui va être complètement perturbé. Ceci permettra une transition avec la réforme des collectivités, mais aussi avec une réforme de l'ATP et de la fiscalité. Autrement dit, au lieu de commencer par définir les compétences, ensuite les moyens, on est en train de mettre tout à l'envers. Et en tous les cas, c'est un contexte, je dirais, très difficile pour nous au Sénat dans le Grenelle 2. Merci. Merci, Daniel. Alain Néry. Alain. Oui, mes chers camarades, puisque nous sommes socialistes, nous avons vocation effectivement à être solidaires des plus modestes et de ceux qui souffrent le plus de la crise et de la perte du pouvoir d'achat, de l'effondrement du pouvoir d'achat. Or, dans ce contexte, on s'aperçoit que plus que jamais, ce sont les plus modestes qui sont victimes du fameux crédit revolving. Ce crédit revolving qui est fait pour engager à consommer davantage, acheter plus aujourd'hui pour payer plus cher demain. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le surendettement, sa cause première, c'est effectivement le crédit revolving. Ce crédit revolving est un véritable pouce au crime. Je dirais même un pouce au suicide économique des ménages les plus modestes. C'est pour ces raisons que, avec quelques camarades, nous l'avons baptisé le crédit revolver sur la tempe des plus fragiles. Ce crédit, nous le constatons, il s'adresse effectivement à ceux qui sont le plus en difficulté. Passé quelques années, c'était un crédit qui permettait d'acheter des biens de consommation, des biens d'équipement pour les familles les plus modestes. Aujourd'hui, c'est même devenu le crédit pour les besoins alimentaires de nos populations les plus fragiles, de nos ménages les plus fragiles. Et dans ces conditions-là, on s'aperçoit effectivement qu'avec le taux d'usure de ces crédits, qui est voisin de 20%, on est dans la situation où on vous dit, achetez, braves gens, vous payerez plus tard. En quelque sorte, c'est pousse au crime, je l'ai dit, mais c'est même pire, on vous tente, succomber à la tentation. Succomber à la tentation, mais vous ne serez pas délivré du mal. Au contraire, vous allez plonger dans le mal au plus profond, puisque vous ne pouvez plus rembourser. Et que dans ces conditions, mes chers collègues, mes chers camarades, nous avons le devoir d'interdire et de supprimer ce crédit revolving. Et comme ce crédit revolving s'adresse aux plus faibles, eh bien, bien souvent, je crois qu'on est en face non seulement d'un abus de confiance, mais d'un abus de faiblesse. C'est pourquoi on a souhaité qu'il y ait un deuxième volet à la loi, l'action de groupe, pour faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls, parce que nous sommes socialistes, parce que nous sommes solidaires, nous proposons qu'ensemble, nous les défendons contre ceux qui sont les marchands de malheur pour les familles les plus modestes de ce pays. Voilà l'action des socialistes, pour la justice et l'égalité sociale. Merci. Merci Alain, qui a su, par ses propos, nous ramener dans le cadre du séminaire. Didier Guillaume est inscrit également. Mes chers collègues, dehors, sur la terrasse, il était question quasi exclusivement de la votation militante de demain soir.
Et je constate que dans cette assemblée, cet après-midi, il est question des sujets qui intéressent nos concitoyens. Et le premier d'entre eux, c'est le projet de loi de finances qui a été présenté, qui est absolument dramatique. C'est de l'acharnement vis-à-vis des ménages et c'est un budget noir vis-à-vis des collectivités territoriales. Et nous avons besoin, je crois, les parlementaires français et européens, d'attaquer là-dessus dans les jours qui viennent. Nous devons faire prendre conscience à nos concitoyens que ce budget dont on dit qu'il est teinté de vert est un budget qui va tirer sur nos concitoyens, et notamment les plus modestes. C'est un budget qui va anéantir les collectivités territoriales. Et ce qui sous-tend tout cela, c'est une certaine idée de la France de Nicolas Sarkozy que nous n'avons pas. Et pour revenir sur les sujets précis de cet après-midi, ce qui sous-tend, nous, notre exercice politique, nos orientations politiques, c'est la défense du service public, c'est le maintien du pacte républicain. Et sur la défense du service public, nous pourrons entraîner très largement, au-delà peut-être même des frontières de nos organisations politiques. C'est la raison pour laquelle, suite à l'exposé qu'a fait tout à l'heure Michel Teston, la votation citoyenne, l'engagement aux côtés des salariés de la Poste, aux côtés, même s'ils ne se mobilisent peut-être pas beaucoup, aux côtés d'une conception que nous avons du service public postal est absolument essentiel. Et si samedi, notamment, nous sommes tous sur le terrain, dans nos circonscriptions, dans nos cantons, dans nos départements, pour exprimer cela, je pense que nous pourrons entraîner un certain nombre de nos concitoyens pour qui avoir tous les jours le facteur qui passe, avoir tous les jours la presse quotidienne régionale, avoir tous les jours des courriers, c'est aussi le lien avec la société, c'est le lien avec la France, c'est le lien avec la nation. C'est la raison pour laquelle je pense vraiment qu'au moment où le président de la République et le gouvernement délitent les services publics, délitent notre pacte républicain, opposent les Français les uns par rapport aux autres, il est temps que nos groupes parlementaires se mettent en action, notamment sur ce sujet-là. Merci. Merci Didier. François Brault voulait s'exprimer sur un autre thème. C'est le même que sur la Poste, juste rapidement, pour dire qu'il faut qu'on le dise partout, y compris aux journalistes qui nous écoutent ici, la privatisation de la Poste, ce n'est pas une affaire pliée. Le gouvernement a reculé 2 fois sur cette affaire. La première fois, il a créé une commission, la commission Aéré. La seconde fois, il a vu qu'il y avait les élections européennes qui arrivaient. Il a reporté de juin à octobre. Pourquoi ce n'est pas une affaire pliée? Parce que, il faut le dire à nos collègues élus partout, qui d'ailleurs se mobilisent sur la votation citoyenne, les agences postales communales, dont on nous dit ici ou là, et certains d'entre nous parfois, finalement c'est pas plus mal qu'avant, c'est peut-être parfois un peu mieux, c'est ouvert plus longtemps, etc. 1, ça ne distribue pas les mêmes produits. 2, c'est financé par un fonds qui va disparaître. Puisque ce fonds, il était simplement la substitution que la taxe professionnelle que la Poste ne payait pas. Or, les concurrents de la Poste non plus vont pas en payer. Troisièmement, le fait que la Poste soit une société anonyme désormais au lieu d'un établissement public va permettre aux concurrents de la Poste, autres sociétés anonymes, de dire ça n'est pas juste qu'il y ait des accords entre une SA comme la Poste et les collectivités locales. Nous, on veut aussi des accords de même type. Et donc, la Cour de justice européenne, demain, cassera tout ça en disant il faudra qu'il y ait de la concurrence. Alors, il y aura de la concurrence, il y aura un appel d'offres. Dans certaines communes, plus personne ne répondra à l'appel d'offres, parce qu'on ne voudra pas de ces communes qui ne sont pas rentables. Il n'y aura même plus d'agence postale communale. Donc il faut qu'on explique ça à nos élus, c'est un argument supplémentaire. C'est très important de savoir que cette affaire n'est pas pliée et que même à droite, on commence à trembler. Merci. Enfin, dernière intervenante, Bernadette Vergnaud. Tu es inscrite. Et tu as même un micro à ta disposition ici, là. Non, je pensais que j'étais pas inscrite. On m'a dit que j'étais pas inscrite tout à l'heure. Bon, ça fait rien. Bonjour. Oui, moi, je voulais intervenir un petit peu sur le crédit revolving, puisque au niveau du Parlement européen, pendant le dernier mandat, nous avons quand même voté 2 directives, travaillé sur 2 directives, la directive contre les pratiques commerciales déloyales et la directive sur le crédit consommation. Et la directive sur le crédit consommation a amélioré énormément l'information aux consommateurs. Moi, j'avais demandé un amendement qui allait dans votre sens, puisque j'avais demandé, et Evelyne en est témoin, on a eu des grandes discussions, l'interdiction pure et simple du crédit revolving au niveau européen, parce que même si nous sommes effectivement en France un pays très touché par le crédit revolving, avec l'entrée des pays de l'Est et de la consommation et la surconsommation, effectivement, il y a quelqu'un qui a dit on tente, je crois que c'est toi, l'Auvergnat. Bon.
Eh bien, c'est vrai qu'on tente les gens et on les pousse à un malendettement et à un surendettement. Et effectivement, au niveau européen, même si la France est mal placée, il y a actuellement des pays qui sombrent effectivement dans ce que appelait notre collègue le suicide de certaines familles, pour certaines familles. Et c'est fondamental que nous travaillions ensemble, parce que je crois qu'il y a là, on a parlé tout à l'heure de l'éthique, effectivement, on a vu cette régulation des marchés financiers qu'on a demandé pendant des années au niveau du Parlement européen, que vous avez demandé aussi au Sénat et à l'Assemblée nationale, eh bien, cette régulation des marchés financiers, il faut absolument qu'on travaille ensemble, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Parlement européen, les socialistes européens, la gauche européenne, pour l'exiger au niveau européen. Parce que on crée, au lieu de créer des solidarités, ce qui sont nos valeurs profondes, nous créons de l'exclusion. Et là, c'est absolument inadmissible. Nous devons nous mobiliser sur ce dossier qui paraît un dossier, j'allais dire, de la vie quotidienne, mais qui a vraiment une importance fondamentale pour nos concitoyens, pour montrer aussi que les socialistes les défendent dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur vie quotidienne, l'alimentation, l'habillement, leur crédit, effectivement, leur crédit revolving, eh bien non, on n'en veut plus. Et je crois que là, il faut absolument que dans la prochaine directive, qui va arriver dans pas longtemps, je regarde ma coordinatrice, parce que je suis vice-présidente au marché intérieur, je serai intéressée par ce dossier. Il faut absolument que cette directive sur les pratiques des banques, parce qu'en fait le crédit revolving, il existe parce que les banques refusent d'assumer leurs responsabilités. Et bien sur les pratiques bancaires, nous devons être en première ligne pour montrer aux citoyens qu'ils peuvent faire confiance aux socialistes français et européens pour les défendre et effectivement remoraliser notre système bancaire, retrouver une éthique en politique en même temps que dans le marché. Merci. Bernadette, il aurait été dommage de ne pas t'entendre. La parole maintenant est à Jean-Pierre Bel. Chers amis, nous nous sommes réjouis depuis notre arrivée ce matin de nous retrouver ici à Toulouse et j'espère que ces 2 jours passés à Toulouse vous permettront d'aimer Toulouse comme je l'aime. Mais au-delà, pour le reste, jamais peut-être comme aujourd'hui, nous avons senti le poids des responsabilités qui nous incombent et dans le même temps rencontrer autant de dangers pour les valeurs, les convictions qui sont au cœur de notre engagement. Ces dangers, ils sont évidents. Danger pour notre modèle social, pour notre modèle républicain. Il n'est peut-être pas nécessaire que je développe. Les interventions précédentes y ont fait allusion. Danger pour les libertés, quand on voit notamment les offensives qui sont menées pour mettre la justice au pas. Et je fais référence au projet de réforme de procédure pénale auquel il sera fait également allusion dans un instant. Danger aussi pour les libertés dans le domaine de la presse et des médias. On connaissait les liens particuliers du président de la République avec de grands organes de presse. On a vu aussi ces jours-ci comment il pouvait traiter un responsable d'antenne et je crois que cela est très, très évocateur. Danger, enfin, pour nos collectivités, pour la démocratie locale et en conséquence pour les services publics offerts aux citoyens, je vais y revenir. Ces dangers, les grands enjeux qui sont devant nous, nous renvoient bien sûr à nos responsabilités et ces journées parlementaires doivent constituer un moment fort, le signal de ce que nous sommes prêts dès aujourd'hui à faire face et à formuler l'espoir d'une véritable alternative. Alors, il y a tellement de chantiers devant nous, chers amis, il me faut faire des priorités. J'en choisis donc une. Je crois que le moment est venu de hausser le ton face à une véritable entreprise de démolition, une offensive de Nicolas Sarkozy qui est marquée par le ringardisme et l'esprit de revanche. Je veux parler des projets de réorganisation territoriale et de suppression de la taxe professionnelle. Souvenons-nous, il y a près de 30 ans maintenant, la décentralisation fut un des grands combats de la gauche et de François Mitterrand.
rendre le pouvoir aux citoyens, rapprocher la décision des territoires. 3 principes essentiels guidaient cette grande réforme à laquelle Gaston Defferre et Pierre Mauroy ont attaché leur nom. La liberté, la démocratie, la proximité. La liberté de choisir les politiques publiques locales, la démocratie pour légitimer ses choix, la proximité entre le lieu de décision et la population concernée. Qui peut mettre en doute la pertinence et la réussite de près de 30 ans de décentralisation? Qui aujourd'hui aurait envie de revenir en arrière, de revenir au temps des préfets tout-puissants comme représentants du pouvoir central? Il y a quelques mois, le fait même de poser ces questions aurait pu paraître stupide. Eh bien non, chers amis, ça ne l'est pas vraiment, puisque notre président Nicolas Sarkozy a sonné la charge avec plusieurs objectifs convergents. Laminer tous les contre-pouvoirs qui pourraient lui résister. Laminer durablement la gauche pour l'écarter de toute fonction de responsabilité. Dénigrer les élus locaux, censés être par nature des suppôts de l'immobilisme et des gaspilleurs de l'argent du contribuable. Démanteler les collectivités locales en niant leur mission de solidarité sociale et en leur enlevant toute capacité d'autonomie et de libre administration. Mettre ces collectivités locales sous tutelle en supprimant la taxe professionnelle et en faisant ainsi basculer la fiscalité locale vers les ménages. Jean-Marc Ayrault et Didier Guillaume y ont fait allusion. Je pourrais allonger la liste, mais la restitution du travail de la Commission qui va suivre va préciser les choses. Alors, je crois tout simplement que le moment est vraiment venu de dire non. Et je crois, dur comme fer, que ce combat peut être gagné. Il est temps de dire fortement que ces projets ne sont pas dignes du débat nécessaire et ne sont pas à la hauteur des enjeux de modernisation de nos collectivités locales. Qu'il faut profondément transformer le paysage administratif local, mais qu'il est indigne de vouloir dresser les Français contre les élus du suffrage universel. Il faut d'ailleurs éviter partout la petite musique de la démagogie sur le dos des élus locaux. Que la présence des élus dans les communes, dans les départements, dans les régions et dans le fond à la hauteur de l'appropriation par tous les citoyens, tout simplement, de la République dans les territoires. Il est bien temps de dire avec force que ce ne sont pas les territoires qui font les déficits publics, mais bien plus l'État qui serait bien inspiré de commencer à se moderniser lui-même et à balayer devant sa porte. Il nous faut continuer à dire que la péréquation, l'égalité entre les territoires doivent être les préalables à toute réforme fiscale et la condition d'une vraie solidarité entre urbains et ruraux. Il est bien temps pour nous d'expliquer encore et toujours que lorsque les difficultés économiques s'amoncellent, lorsque le pouvoir d'achat baisse, la demande de services publics, notamment de proximité, augmente. Appauvrir les collectivités, cela revient en effet immanquablement à diminuer l'offre de services publics et nous devons par conséquent associer le citoyen à ce grand débat parce qu'au bout du compte, c'est lui qui en pâtira. Chers amis, chacun d'entre nous pressent que nous avons devant nous un grand combat et que ce combat, nous pouvons le gagner. Nous pouvons le gagner car nous pouvons convaincre bien au-delà des clivages politiques habituels. C'est une conception de la République, de la démocratie locale, des libertés locales, une certaine idée du vivre ensemble dans nos territoires qui appelle à se mobiliser et à mobiliser les citoyens contre un retour de 30 ans en arrière. Nous pouvons nous faire entendre, nous opposer, mais aussi proposer un acte 3 de la décentralisation qui s'appuierait sur l'excellence de nos territoires, sur nos savoir-faire locaux, sur une relation de confiance et proposer aux citoyens plus de solidarité locale, de meilleurs services publics locaux, de nouvelles libertés. Dès à présent, nous devons nous préparer à la confrontation en utilisant tous les moments opportuns, comme nous l'avons fait hier au congrès de l'ADF, des départements de France, comme nous le faisons actuellement au congrès de l'ADCF, les responsables et les présidents d'intercommunalités, et comme nous pourrons le faire demain au congrès de l'AMF,
des maires de France, que ce soit sur le Congrès national ou dans nos départements, dans chaque congrès départemental. Nous devons préparer ces moments-là avec une orientation politique claire et en agissant politiquement grâce aux positions que nous tenons. Nous voyons bien que le malaise grandit aujourd'hui parmi les dizaines de milliers d'élus locaux, que cette contestation va bien au-delà des frontières traditionnelles et que, si nous savons parler clairement, parler d'une seule voix sur les questions à mettre en avant, alors oui, nous pourrons faire reculer Nicolas Sarkozy et ainsi marquer des points décisifs. Alors, chers amis, si nous savons ne pas perdre de temps à nous complaire sur nos différences, si nous nous mettons tous, dès ce soir, mais ça a déjà commencé, en ordre de marche pour mener ce combat qui en vaut la peine, alors oui, j'en suis convaincu, les journées parlementaires de Toulouse resteront dans les mémoires comme l'heure de la reconquête, et en tout cas, elles contribueront à redonner confiance et espérance, et ainsi, nous pourrons dire, comme disait François Mitterrand dans son dernier meeting à Portée-de-Garonne, merci Toulouse. Merci Jean-Pierre. Alors il va y avoir 2 ou 3 minutes de transition pour assurer le turnover sur... Voilà, 2 ou 3 minutes de transition qui vont nous permettre de revenir sur ces journées parlementaires du Parti Socialiste avec différents invités et puis sur l'actualité en général. Bonjour David Assouline, sénateur socialiste de Paris, merci d'être avec nous. Peut-être une première question sur la journée de demain et ce référendum organisé auprès des militants socialistes sur la rénovation du Parti Socialiste. Est-ce qu'à Paris, vous pensez que la mobilisation va être suffisante ? J'espère. Les militants attendent cette rénovation. En même temps, sur des enjeux de ce type, où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, où il n'y a pas d'enjeu de congrès, la participation en général n'est pas très importante. Donc, et le parti est encore en convalescence. Mais sans réelle participation, la rénovation du Parti Socialiste n'est pas très bien partie, non ? Non, non, parce que les militants dans les assemblées générales qui sont actifs la veulent vraiment. Et il y a eu des débats très précis sur chaque question, de façon studieuse, avec son stylo, en posant des questions précises. Et surtout, il faut considérer que demain, c'est un coup d'envoi d'un processus dans lequel les militants devront être tout le temps associés jusqu'en juin, pour proposer des vraies réformes de fond qui rentreront dans les statuts et la loi. Là, c'est dire, est-ce que vous voulez qu'on prenne cette direction? Donc ce n'est que le coup d'envoi, et j'espère qu'on arrivera en juin avec un parti transformé et attractif. Justement, David Assouline, on a un peu de mal à comprendre, il y a une sorte de véritable décalage finalement entre l'attente, vous le dites, hein, des militants pour une rénovation, et déjà on a l'impression que vous dites que la mobilisation va être pas importante. Qu'est-ce qui coince sur ce référendum interne? C'est le non-cumul des mandats par exemple? Non, je ne crois pas que c'est ça le problème de la mobilisation. En tous les cas, à Paris, sur cette question, comme sur la question des primaires, il y a beaucoup d'enthousiasme. Je vous dis, le parti n'a pas été habitué à avoir ce genre de consultation où il y a 11 questions, etc. Et donc, il a l'habitude de voter sur les investitures, dans les congrès, sur des motions, après des débats longs, où cette mobilisation monte peu à peu, où il y a de la diversité, donc il y a de la compétition. Là, c'est pas trop le cas. Au contraire, ça fait tellement d'unanimité, cette question d'un moment poser des actes et un chemin sur le non-cumul. Parce que, bien entendu, ça ne va pas se faire en une fois, mais il faut pas... On sent qu'il y a des réticences, hein, tout de même, sur le non-cumul des mandats. Guillaume, tout à l'heure, le sénateur nous disait qu'il lui voterait non, quand même, pour le non-cumul. Parce que nous posons un acte assez courageux, qu'on a longtemps hésité à poser, qui est quoi? C'est que le non-cumul, au Parti Socialiste, tout le monde est d'accord, adossé à une loi, qui l'impose à tout le monde, tant à la droite qu'à la gauche, à tout le monde, et puis aussi un statut de l'élu, parce qu'il y a un vrai problème dans ce pays là-dessus. Et comme la droite qui est au pouvoir, maintenant depuis un bon bout de temps, ne veut pas mettre une telle loi en place, il n'y a pas dans la loi le non-cumul des mandats, et on s'est dit, on ne va pas attendre, mais ça comporte des dangers, parce que les autres continueront. Vous voyez, par exemple, il y a un problème très concret. Quelqu'un qui est maire et qui a une certaine notoriété, quand il y aura une législative, en étant maire et en allant à la législative, il a un atout.
Et nous allons, d'ici 2012, progressivement, en faisant émerger des nouvelles générations, en faisant qu'il y ait des relèves, eh bien, s'imposer un non-cumul de ce type. J'espère que les citoyens seront suffisamment lucides pour ne pas donner un désavantage à ceux qui ont ce courage. Et aussi, j'espère qu'on va donner l'exemple, que la droite sera obligée de suivre. Et d'ailleurs, on l'a vu, dès le lendemain de La Rochelle, comment Xavier Bertrand a dit il ne faut pas cumuler région et ministre. Oui, pour une fois, vous étiez un petit peu en avance sur Nicolas Sarkozy, qui vous prend souvent un peu de cours quand même sur les dossiers. Peut-être, mais en tous les cas, sur ces questions, parité, non-cumul, c'est tout le temps nous qui avons pris l'initiative. Quand on a eu le pouvoir, on l'a mis dans la loi. Et ils sont nettement à la traîne. Justement, une autre question de société, vous qui vous intéressez particulièrement au dossier des jeunes et notamment au problème en France du sous-emploi des jeunes. Nicolas Sarkozy a annoncé une série de mesures hier pour la réintégration sur le marché de l'emploi des jeunes, avec notamment l'extension du RSA aux 18-25 ans pour ceux qui ont déjà travaillé au minimum 2 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon départ pour limiter les conséquences financières du chômage notamment? Non, parce que je pense que le sujet est très lourd et que finalement, ce qu'il a beaucoup reproché à la gauche dans tous ses discours et dans sa politique, qui serait que nous, on est pour l'assistanat. On a beaucoup entendu ce discours de la droite. Là, c'est de l'assistanat. D'abord, ça touche une infime partie des jeunes et il faut les remettre réellement dans l'emploi. Donc on n'est pas dans l'assistanat. Par exemple, les emplois jeunes, c'était pas de l'assistanat. Et nous proposons cela comme alternative. Il y a bien d'autres mesures, on ne va pas les développer ici. Donc mais on est pas plus la dans cette dynamique d'orientation et aussi d'emplois jeunes, de vrais emplois qui permettent de faire des parcours, d'avoir le pied à l'étrier dans tout un tas de domaines qui sont utiles pour la société. On parle aujourd'hui tous de cette nécessité de développer tous les secteurs liés au développement durable, à l'écologie, parce qu'on rend un service. Eh bien, ce service-là, les jeunes sont prêts à le rendre en travaillant vraiment. David Assouline, vous avez longtemps accompagné Ségolène Royal dans tous ses combats et notamment autour de la présidentielle. On sent aujourd'hui une totale absence du courant royal lors de ces journées parlementaires du PS. Non, ce n'est pas vrai. D'abord, je suis content qu'on parle quand même des journées parlementaires, enfin. Et je vais vous dire, c'est un moment de bonheur politique et militant. Vous oubliez enfin les questions de personnes, c'est ça? Oui, j'étais dans un atelier, on a discuté de l'enseignement supérieur, de problèmes de fond, de pédagogie, d'orientation, de comment faire pour avoir un projet global d'enseignement supérieur qui ne laisse pas 40% des jeunes qui rentrent dans ce système, qui ont déjà été largement écrémés tout au long de leur vie, sortir sans rien. On a parlé des médias et on va poser une proposition de loi contre la concentration dans la média, parce qu'il y a le problème de l'audiovisuel public avec cette tutelle politique de Nicolas Sarkozy qu'on a encore vu avec cette engueulade avec Arlette Chabot, on va dire. C'est incroyable qu'un président puisse se permettre ça. Mais il y a aussi dans le secteur privé cette confusion des genres où on vit de la commande publique et on possède des grands médias. Il faut mettre de l'ordre, il faut qu'on ait confiance dans notre système d'information. C'est pour ça que vous allez déposer une proposition de loi contre la concentration des médias? Oui, le groupe socialiste au Sénat, à mon initiative, le dépose. Les parlementaires députés le déposent. Et c'était une réponse que je vous fais à ces questions. Est-ce que tel courant est là ou n'est pas là? Dans une telle réunion, il y a des députés socialistes, des sénateurs socialistes, qui sont fiers d'être socialistes et qui travaillent et qui font valoir leur talent sur les questions qui intéressent les Français. Merci David Assouline d'avoir répondu à nos questions. On accueille tout de suite Christophe Carèche. On a beaucoup parlé cet après-midi d'écologie. Eh bien, ça tombe bien puisque vous représentez finalement cette sensibilité écologique au sein du Parti socialiste. Et vous avez même monté un groupe, un intergroupe avec les 4 députés verts, 3 députés verts maintenant de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous aussi, vous avez l'intention de draguer des députés en ce moment qui sont très en forme, les députés verts? Non. Par contre, ce que l'on veut faire, c'est d'essayer de travailler avec eux. Voilà. On pense que la question écologique est une question centrale. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, puisque il y a eu toute une partie de la discussion qui a été consacrée à Copenhague. Et qu'il faut que le Parti socialiste s'approprie totalement cette question. Comment mieux le faire que de travailler avec ceux qui représentent cette sensibilité depuis toujours. Cette coopération? Eh bien, déjà, c'est un groupe de travail.
Et puis ça peut prendre la forme de propositions sur des projets de loi qui vont venir, des propositions de loi. On va essayer notamment, par exemple sur la taxe carbone, de traduire de manière très concrète un certain nombre de propositions. Ce rapprochement, je crois, n'a pas été très bien vu par Jean-Marc Ayrault. Pourquoi? Comment vous expliquez? Vous savez, il y a toujours des intérêts de boutique, des réflexes, parfois un peu partidaires. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser tout cela. On voit bien que la gauche, elle a un enjeu formidable, c'est de proposer une alternance en 2012, que les Français pensent qu'on a encore beaucoup de travail à faire, et je crois qu'ils ont raison. Et pour cela, il faut tout simplement dépasser les murs qui existent entre nous, les frontières, ouvrir les portes et les fenêtres, comme le dit Martine Aubry. C'est ce que nous faisons. Alors sur la taxe carbone, qui a été quand même le grand débat de cette rentrée parlementaire et rentrée politique, on l'a vu notamment avec Ségolène Royal qui a lancé le débat en parlant de taxe carbone injuste. Est-ce que vous êtes sur la position du Parti socialiste, sachant que les Verts ont trouvé quand même votre position un peu démagogique? La position du Parti socialiste, si je l'ai bien comprise, c'est d'accepter le principe de la taxe carbone. Donc vous n'êtes pas sûr de bien l'avoir comprise? Si. C'est d'accepter le principe de la taxe carbone. C'est-à-dire que le mécanisme, nous l'acceptons, nous le faisons nôtre. Par contre, on a une critique sur les modalités, en considérant qu'elle n'est pas suffisamment efficace sur le plan écologique et qu'elle est socialement injuste. Donc on va essayer de corriger. Je pense que le Parti socialiste, le groupe socialiste, à l'Assemblée nationale notamment, devrait se mettre en disposition de corriger, d'améliorer le dispositif qui nous est proposé. De faire des propositions concrètes? Oui, des amendements. Mais les Verts souhaiteraient par exemple que cette taxe soit plus élevée. Vous aussi? Oui, mais je crois que la discussion aujourd'hui, elle est autant sur le niveau de départ de cette taxe que sur la progressivité. Ce qui est important, vous savez que l'objectif, c'est qu'elle soit à 100 € en 2030. Donc, ce qui est important, c'est d'assurer la progressivité. C'est peut-être là-dessus qu'il faudra précisément faire des propositions et des amendements. Très bien, écoutez, merci beaucoup Christophe Carrèche. Et Benoît Hamon, le porte-parole du Parti Socialiste, va prendre votre place, voilà, avant de rejoindre dans quelques minutes la salle plénière pour la suite des débats autour de ces journées parlementaires du Parti Socialiste. Bonjour Benoît Hamon, voilà, installez-vous, ne tombez pas, même si on est très haut perché sur les toits de Toulouse avec cette vue imprenable. Benoît Hamon, déjà, est-ce que vous vous êtes mis à jour de votre cotisation au Parti Socialiste? Ça y est. Demain. Donc vous voterez demain. Voilà. Vous pensez qu'un certain nombre de militants qui ne sont pas à jour comme vous vont le faire aussi demain? Oui, mais vous savez, si on rentrait dans les détails, on peut ne pas être à jour d'un mois, 2 mois, etc. C'est comme ça que ça se passe au Parti Socialiste. Parce que pour les militants, verser une cotisation annuelle d'un coup, c'est parfois difficile quand on n'a pas beaucoup de sous. Donc on verse un mois, parfois un trimestre, etc. Et donc pour voter, il faut être à jour de ces cotisations. Il n'y a pas une défection des militants? On verra demain. Les militants ne partent pas du PS en ce moment. Vous savez, on a toujours eu, vous regarderez, une oscillation du nombre d'adhérents en fonction des contextes hors élection et contextes d'élection, après des grandes élections ou avant. Et il y a toujours eu une oscillation. On est aujourd'hui plutôt au-dessus de ce qu'a été la moyenne des adhérents du Parti Socialiste, depuis qu'il y a eu notamment la vague des adhérents à 20 €. Mais il n'y a rien d'original dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ces oscillations. C'est pas plus ample qu'auparavant. Donc la participation de demain, en tout cas, pourra servir de baromètre. Si vous avez décidé, je peux pas vous en empêcher, donc vous le ferez peut-être, mais il n'y a pas de précédent à un scrutin comme celui-là. Donc quand on est un petit peu rigoureux, on regarde les scrutins équivalents. Il n'y en a pas. Donc vous trouverez un truc pour essayer de faire des comparaisons, mais ça c'est votre boulot. Vous sentiez en tout cas les militants socialistes pas très mobilisés sur ce référendum autour de la rénovation du Parti Socialiste. Vous avez lancé un appel à une mobilisation générale avec Arnaud Montebourg cette semaine. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression vous avez raison, il y a un paradoxe d'avoir été entendu? Non, il y a un paradoxe, c'est que partout où l'on va, on est interpellé sur ces questions de fonctionnement interne du Parti Socialiste. Et alors tout le monde a un avis, même les gens qui ne sont pas au Parti Socialiste, même la droite a un avis. Monsieur Lefebvre, vous lui posez la question, il a un avis. Peut-être qu'il pourra vanter le cumul dans son parti et être contre le cumul au Parti Socialiste. Mais tout le monde a un avis et ça intéresse tout le monde. En particulier les militants socialistes et sympathisants. Vous allez dans une réunion, une fois sur deux vous avez une question, même si c'est pas le sujet, sur ces questions de non-cumul, sur ces sujets qui concernent, on va dire, la transparence démocratique du Parti Socialiste depuis très très longtemps. Et on est bien en avance par rapport à tous les autres partis dans notre fonctionnement et dans notre niveau de transparence. Pourtant, on en veut plus. Et pourtant, on sait que sur un scrutin comme celui-là, parce que Martine Aubry a donné le cap, qu'elle a dit qu'elle voulait le non-cumul, qu'elle souhaitait les primaires, que bon nombre de dirigeants se sont prononcés pour des primaires ouvertes aux autres partis de la gauche, que nous allions poser des actes importants sur la diversité et la parité, le
chemin est tracé et on peut supposer que ceux qui pensent que parce que le chemin est tracé par la direction, eh bien, les choses sont dites, ne se déplaceront pas. Alors moi, je les invite à le faire quand même. À La Rochelle, vous avez reçu en direct lors des universités d'été. Je m'en souviens, c'était un grand souvenir. Il y avait un véritable enthousiasme. Tous les socialistes avaient le sourire. Il faisait beau comme ici à Toulouse. Et puis 2 jours plus tard, ou quelques jours plus tard, le livre Choc est sorti accusant Martine Aubry et le clan Aubry d'avoir truqué, d'avoir bourré les urnes. Est-ce que c'est pas un peu dur comme ça de voir à chaque fois que finalement vous retrouvez quand même un enthousiasme, et quelques jours après finalement il y a une véritable arrêt de cet enthousiasme. C'est la vie. En même temps, la vie politique, on choisit pas qu'elle soit linéaire avec que des événements qui vont dans votre sens. La sortie de ce livre-là est venue interrompre, c'est vrai, ce qui était une bonne rentrée des socialistes après une année qui était une année très difficile. Et moi, je regrette effectivement l'effervescence qu'il y a eu autour de ce livre. Et en même temps, dont acte, il existe. Je ne vais pas faire semblant ou faire la politique de l'autruche et dire qu'il n'existe pas. On y a répondu. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Il y a un budget qui est un budget invraisemblable, 140 milliards de déficit, alors que François Fillon avait parlé en loi de finances initiale de 51 milliards de déficit. On est dans des proportions invraisemblables. Il y a une rentrée scolaire qui se passe mal, il y a une rentrée sociale qui va pas bien. Donc c'est sur ces sujets-là que nous sommes attendus. On parle ici de la suppression du crédit revolving. Bon, voilà des choses qui parlent aux Français et en même temps, voilà, on est toujours ramené sur nos petites histoires internes. J'observe au passage, puisqu'on nous a fait mauvais procès de notre fonctionnement interne, qu'en ce moment, au palais de justice de Paris, il y a un ex-premier ministre qui est mis en cause pour avoir mobilisé les moyens de l'État à des fins d'élimination politique de son concurrent, qui était ministre de l'Intérieur, qui est actuel président de la République. C'est qu'à droite, aujourd'hui, on se livre à des batailles qui instrumentalisent barbouzerie, trucage, planquage, utilisation des services secrets pour s'éliminer. Bon, mais j'aimerais un petit peu que le feu des projecteurs se détourne de nous. Sauf qu'aux 2 dernières élections partielles, à Corbeil-Essonnes et à Rambouillet, pour l'instant, c'est plutôt le Parti Socialiste qui est à la peine. Après avoir gagné Briançon, Joigny, Carcassonne, après que... Mais alors vous qui êtes un élu de la région Île-de-France quand même mal parti dans cette région pour les régionales. Je suis plus élu du tout, moi. Enfin oui, Quétier, pardon, Quétier, oui, c'est dur, mais vous êtes dur. Vous remuez le couteau dans la plaie. Ça va être moi de remuer le couteau dans la plaie. Ça va être compliqué pour Jean-Paul Huchon. Alors l'élection régionale, c'est pas une élection dans laquelle on part comme ça gagnant d'avance. Nous avons souhaité le rassemblement le plus large pour une raison simple, c'est que nous dirigeons la région avec les Verts. Donc nous sommes co-architectes de ce bilan, avec les communistes aussi. Nous sommes co-architectes de ce bilan. Et nous aurions pensé que pour battre la droite, à un moment où elle est très offensive, où elle met en œuvre, notamment avec le projet du Grand Paris, une tentative de réappropriation de la région Île-de-France, il valait mieux lutter rassemblé, serré, homogène, plutôt que divisé. Je le regrette d'abord. Je le regrette. Parce qu'on prend des responsabilités en organisant la division à gauche. Et que c'est bien gentil d'entendre tout le monde être pour le rassemblement, mais j'observe pour l'instant que les initiatives de Danny Cohn-Bendit concernent plus la droite, pas simplement le MoDem, mais jusqu'à M. Borloo, que la gauche. Donc je ne comprends plus grand-chose à ces initiatives-là. Moi, en matière de rassemblement de la gauche, je pensais jusqu'ici que la gauche, ça allait jusqu'à... Daniel Cohn-Bendit, c'est à la droite, c'est l'UMP aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi, j'observe que ces initiatives sont des initiatives qui vont jusqu'à M. Borloo. Je ne vois pas en quoi, en tout cas c'est ma position, ce passage de l'écologie politique à une forme de lobby écolo qui s'adresserait autant à la droite qu'à la gauche, en quoi cette transformation-là sera utile. Aussi bien au combat écologique, ou alors ça veut dire qu'on peut associer solutions libérales et combat écologique, je n'y crois pas une seconde. Pas davantage qu'aux questions sociales. Donc je crois que c'est une impasse électorale, mais je reviens à votre question, je ne vais même pas avoir l'impression d'esquiver. Oui, c'est une bataille importante. C'est une bataille importante où il nous faudra dire, nous, ce qu'est notre vision de la région Île-de-France et de son avenir, en matière de transport collectif notamment, à un moment où on constate quoi ? Que l'État ne prend pas les décisions ou ne s'engage pas aux côtés de la région justement pour mettre en œuvre un grand programme de transport collectif, et à un moment où les régions sont devenues, avec les départements, les lieux où on amortit les conséquences sociales de la crise. S'il n'y avait pas des régions à gauche, ça irait beaucoup plus mal dans ce pays. Ça irait beaucoup plus mal. Alors le choix, il est à faire par tous les franciliens, comme tous les Français pour leur région. Veut-on que dans les régions, on se dote d'un mini-gouvernement Sarkozy en plus de ce qu'on a déjà?
Moi, je les Voilà. invite à l'équilibre. Au moment où on parle de transport, on a un train de marchandises qui passe voilà, de gaz et juste rempli de sous la gaz et de terrasse de cette carburant. médiathèque de Toulouse, avec pas mal de bruit. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir répondu à nos questions. On va poursuivre cette série d'interviews avec la sénatrice de Paris, des Yvelines, pardon, Catherine Tasca. Catherine Tasca, bonjour. Voilà, installez-vous. On attend que le train passe pour pouvoir voilà, vous entendre correctement et pouvoir échanger de façon assez audible. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée parlementaire du Parti socialiste aujourd'hui à Toulouse ? Je suis très contente parce que j'ai eu le sentiment que les parlementaires s'engageaient dans l'offensive. Et peut-être avons-nous trop souvent été sur la défensive par rapport à la politique du gouvernement. Nous abordons maintenant le budget, qui est évidemment un moment fondamental pour la vie du pays et donc pour le travail parlementaire. Et aujourd'hui, ce qui apparaissait très clairement dans les différents ateliers, c'était la volonté de bien coordonner les positions de nos 3 groupes parlementaires, européens, Assemblée nationale, Sénat, et 2, notre capacité finalement à clarifier nos positions sur un certain nombre de grands sujets, de manière à pouvoir mener l'offensive contre une politique que nous dénonçons globalement. Donc vous êtes expliqué pendant ce huis clos où les journalistes ont été un peu mis à l'écart, vous avez clarifié vos positions ? Vous savez, les journalistes ne sont pas mis à l'écart, mais il faut qu'il y ait des temps de travail dans un parti. Et je trouve que c'est bien de prendre de la distance, déjà s'éloigner de Paris. Je crois que ça nous fait du bien à tous. Et nous retrouver ici à Toulouse, en région, dans une ville qui a été conquise par la gauche il n'y a pas si longtemps. Et nous avions besoin de ce temps, en effet, de réflexion, de travail et de formulation. Parce qu'en réalité, nous avons moins besoin de clarifier nos idées, elles sont nombreuses, je crois qu'elles sont précises aussi, que de se mettre en situation de les énoncer à destination de nos concitoyens. Trouver des angles d'attaque audibles pour les Français. Vous avez l'impression de ne pas être audible auprès des Français aujourd'hui? Pas suffisamment explicite parfois, peut-être parce que aujourd'hui au fond toutes les questions sont très complexes. Il n'y a pas de réponse forcément tout blanc tout noir aux questions auxquelles notre pays est confronté, et en même temps il faut être suffisamment simple en effet pour montrer qu'il y a une alternative. Si on reste dans les zones grises entre le noir et le blanc sur les grands choix, eh bien ça n'est pas audible en effet. Concrètement, Catherine Tasca, comment cette offensive socialiste va se manifester, notamment au Parlement, par une salve nourrie d'amendements sur les prochains textes, et lesquels en particulier? Oui, je crois qu'il y a vraiment des enjeux fondamentaux. La réforme des collectivités territoriales, pas parce que, comme on essaie de le faire croire, les élus de la nation à l'Assemblée comme au Sénat défendraient des positions acquises, mais parce que c'est au cœur de notre système démocratique. Et nous pensons que la réforme telle qu'elle est actuellement proposée par le gouvernement... Elle va justement permettre de faire des économies. Vous évoquiez le déficit de l'État. Les économies, c'est une chose, encore que ce ne soit pas démontré. Car en réalité, la fusion d'un certain nombre d'échelons va conduire à des problèmes d'organisation qui ne seront pas minces. Et je demande à voir si cela nous donnera des économies. Mais au-delà du problème des économies, c'est le fonctionnement de notre système démocratique qui est en jeu. C'est la représentation du pluralisme dans ce pays. Pardon ? Vous craignez quelle dérive, par exemple ? Globalement, une recentralisation. Ce qui a été conquis en 25 ans de politique de décentralisation promue par la gauche est aujourd'hui remis en cause dans une perspective de recentralisation. Le cas du Grand Paris est caricatural de cette volonté de l'État de redevenir le penseur, l'organisateur du territoire. De cela, nous ne voulons pas. Nous faisons confiance aux élus, nous faisons confiance à nos concitoyens pour avoir sur leur territoire des projets qu'ils doivent être en mesure de mener à bien et de contrôler eux-mêmes. Catherine Tasca, juste une dernière question peut-être. En tant qu'ancienne ministre de la Culture, est-ce que vous avez été choquée par les propos de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, sur l'affaire Polanski ? Je n'ai pas été choquée, mais je pense que ça n'était pas
Sur l'Amérique au double visage, hein. Oui, l'Amérique qui fait peur. Ça n'était pas l'aide que l'on pouvait attendre. Je trouve tout à fait normal que le monde artistique soit ému par cette situation, qu'il manifeste sa sympathie à Polanski, mais je pense qu'il n'appartient pas aux politiques, quelle que soit leur position, et encore moins aux membres du gouvernement, de porter comme ça, sur un coup de cœur finalement, un jugement global sur un pays. Nous sommes tous, en tout cas à gauche, pour l'état de droit, pour le respect des procédures, et Dieu sait qu'en France, il y a lieu de s'inquiéter avec les projets de réforme de la procédure, s'inquiéter sur le fonctionnement de la justice. Donc je pense que là, dans la forme, l'intervention ne venait pas à bon escient. Merci Catherine Tasquet d'avoir répondu à nos questions. On accueille tout de suite Daniel Vaillant, le député socialiste de ancien Paris, ministre, et un spécialiste de la carte électorale au Parti socialiste. Et vous allez un nous bon connaisseur quand même, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, pas seulement, bien sûr. Une réforme qui inquiète véritablement les socialistes, c'est le redécoupage électoral. Qu'est-ce que vous craignez de voir finalement un nombre important de circonscriptions être rayées de la carte? Alors vous parlez des circonscriptions législatives, on pourrait parler aussi des futurs conseils territoriaux où là ce serait pire. Là aussi, il va y avoir un nouveau mode de scrutin, effectivement, pour ces conseillers territoriaux qui regrouperaient conseillers généraux et régionaux. Entre elles, mais on voit bien que son objectif, c'est de détruire tous les contre-pouvoirs et c'est de mettre à mal, pour être très clair, ce que sans doute Nicolas Sarkozy considère comme des citadelles de gauche et qu'il faut atteindre, parce qu'il ne supporte pas l'adversité. Mais pour revenir à votre question, le découpage était nécessaire. Le Conseil constitutionnel l'avait dit. Mais bien évidemment, il devait être équitable. Au bout de l'exercice qui va nous être proposé à travers l'ordonnance et la ratification législative de cette ordonnance, le compte est clair, quoi. Il va falloir que la gauche fasse près de 52% pour avoir une chance d'avoir la majorité. Alors qu'avec un peu plus de 48, l'UMP l'aurait. On voit bien que là encore, ce gouvernement n'a pas réussi ce travail d'équité démocratique. Et ça, je crois que c'est extrêmement dommageable. Tout ça pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy se dit « je ne suis pas assuré d'avoir une majorité, même en cas de réélection en 2012 ». Vous vous rendez compte? Quel manque de confiance en lui. Beaucoup de vos collègues socialistes d'Île-de-France et surtout du département de Seine-Saint-Denis s'inquiètent du manque d'effectifs policiers. Il y a eu beaucoup de problèmes dernièrement et notamment dans la commune voisine de Paris, à Saint-Ouen. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude? Oui, d'abord le 18e arrondissement dont je suis le député maire est tout près de Saint-Ouen. J'étais d'ailleurs avec Jacqueline Rouillon, la maire de Saint-Ouen, hier soir, pour inaugurer une esplanade François Mitterrand. Et puis on parlait de ces sujets, je l'ai eu tout le week-end. Elle a rencontré hier soir le ministre de l'Intérieur, et je crois savoir Elle a eu des réponses à ces questions, à ces inquiétudes. Il a fallu que Jacqueline Rouillon, Bruno Leroux, député de cette circonscription, poussent le ministre quand même à dire écoutez, il faut prendre des engagements sur 5 sites qui posent véritablement problème, où l'économie parallèle et le trafic sont en train de dominer. Il faut mettre les moyens d'investigation, les moyens de prévention, de dissuasion et de répression pour éradiquer ces phénomènes qui sont insupportables pour la population. Je constate quand même, 7 ans après, que les discours, les rodomontades du président de la République, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, n'ont rien changé. Il faut davantage de policiers, c'est vrai, formés, notamment pour ces quartiers urbains difficiles. Il faut une vraie police de proximité. Bah écoutez, pardonnez-moi. C'est la solution pour vous? Il a fallu attendre 7 ans pour que grâce soit rendue à cette politique qui vise non pas une police douce comme Nicolas Sarkozy a tenté de le faire croire aux gens. Non, une police fidélisée. Michel Alliot-Marie a lancé l'année dernière des expérimentations justement dans le département de la Seine-Saint-Denis. Elle a commencé à redresser la barre et à redresser les erreurs de Nicolas Sarkozy. Mais pas avec les moyens suffisants. Moi j'avais lancé, je me souviens à l'époque, la généralisation de la police de proximité. Des unités pour justement des opérations ciblées répressives, pour éradiquer ces phénomènes d'économie souterraine. Bien, il faut en revenir à cela. Et puis, ne croyez-vous pas que sur des sujets comme cela, pour le coup, la République, droite-gauche, devrait apporter les mêmes réponses.
aider la police et la justice à faire le travail, mais en amont, aider l'éducation nationale, aider les maires, les élus locaux, parce que véritablement il y va de l'avenir de la cohésion nationale. Donc vraiment ce sont des sujets sur lesquels je crois il ne faut pas de polémique, mais il faudrait surtout qu'on trouve les réponses appropriées aux questions que les gens se posent légitimement. Daniel Vaillant, sur le dossier du Grand Paris, comment va s'organiser la contre-offensive des élus socialistes franciliens? Ça a commencé bien au-delà des élus socialistes. Vous prenez les élus de Paris Métropole, où il y a des élus UMP, vous prenez le président de l'Union des maires d'Île-de-France, M. Pernès, UMP, il est contre ce projet étatique, antidémocratique, où l'État, à travers... Mais une majorité quand même des élus de droite sont pour le Grand Paris. Peut-être bien. Mais enfin, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'élus de gauche, dans la diversité de la gauche, d'une part. Deuxièmement, il ne s'agit pas de défendre les élus. Il s'agit de défendre notamment les usagers des transports publics. On est en train de nous fabriquer un monstre, un retour en arrière. On est en train d'enlever au STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, dirigé depuis peu par le président de la région, les moyens d'emprunter pour les infrastructures. Et pourtant, il y a des retards, des dysfonctionnements autour des transports régionaux en Île-de-France. Dû à l'État, qui ne met jamais un fifrelin dans l'investissement en matière de transport. Non, mais écoutez, Monsieur Huchon n'est président du STIF que depuis 3 ou 4 ans. Et on essaie par tous les moyens. Vous avez vu l'amendement parlementaire sur la RATP pour capter les actifs du STIF à la RATP sous l'autorité de l'État. Véritablement, c'est une régression démocratique. Il s'agit de défendre les citoyennes et les citoyens. Il ne s'agit pas de défendre les élus. Moi, je veux vous le dire ici, je suis élu de proximité, je suis élu de la nation. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir ces régressions en matière de proximité. Les citoyens, ils sont contents d'avoir des transports publics. Voilà, eh bien, c'est aussi l'enjeu de ces journées parlementaires. Merci Daniel Vaillant. Voilà, on va tout de suite rejoindre la salle plénière ici à la médiathèque de Toulouse. C'est le député socialiste Serge Blisco qui intervient en ce moment même. Suivra le discours de clôture de Catherine Trautmann, députée européenne et présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen. De la commission Outreau suite à ce désastre judiciaire, et alors par ailleurs que, comme tu l'as dit Serge, c'était la justification de la mise en place de la carte judiciaire, donc de la fermeture d'un certain nombre de tribunaux. Ça se pose aussi à un autre niveau, qui est que aujourd'hui en France, mais ça c'est un fait ancien, près de 95% des dossiers font l'objet d'enquêtes qui sont totalement non contradictoires. La prise de connaissance du dossier se fait au moment où c'est fixé devant le tribunal. Donc là il y a une réponse qui n'est pas en place, et que il y a une réponse qui n'est pas la réponse du rapport. Le rapport Léger ne fait pas de réponse à cette interrogation, pardon, pour le dire autrement. Deuxième observation, deuxième question, c'est la reconnaissance préalable de culpabilité devant la cour d'assises. Les cours d'assises aujourd'hui sont totalement encombrées, elles n'arrivent pas à traiter la totalité des faits criminels. Grosso modo, je vous rappelle que c'est 3000 arrêts criminels par an, et la police, elle, dénombre environ 25 à 30 000 crimes. Donc il y a forcément une distorsion très importante. Donc l'idée, c'est d'accélérer le traitement, et d'accélérer le traitement par une reconnaissance préalable de culpabilité. Ça me paraît être plus un gadget qu'autre chose, et je vois pas très bien ce qu'on peut en tirer, et je ne vois pas très bien quelle sera l'utilité, parce que c'est extrêmement. Alors d'une part, ce sont des points statistiquement, c'est pas très important, et cette amélioration, à supposer que ça soit en Amérique, en tout cas cette proposition est techniquement très marginal. Oui. Une question. Le micro. Une question qui débat remarquable. Elle est venue en groupe la dernière fois. Comment se fait-il quand un président est un partie civile comme il est aujourd'hui? Pourquoi il n'y aurait pas une proposition de loi qui en ferait un justiciable comme un autre? Ça peut durer qu'un président qui jusque-là avait un devoir de réserve, comme il était protégé de la sorte, il ne se mettait pas à partie civile. Là, dans un procès qu'on connaît tous, et dans d'autres, il est protégé
s'il commettait, y compris un homicide, il ne pourrait pas être justiciable. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une proposition de loi pour qu'il devienne un justiciable comme un autre? C'est une idée parmi d'autres. Oui, Dominique. C'est une idée qui permettrait de mettre fin à l'impunité judiciaire, et dès l'instant où il peut être partie civile, eh bien à ce moment-là, il faudrait avoir une espèce de parallélisme qui ferait qu'il serait poursuivable pour des délits ou des crimes. Merci. Bon, écoutez, donc le rapport de la commission des lois est terminé. Et si vous le voulez bien, maintenant, je passe la parole à Catherine Trottmann, qui est présidente de la délégation française au groupe socialiste au Parlement européen. Merci à toi, chers amis, chers camarades, chers collègues. C'est une grande joie pour moi, comme récente présidente de cette petite délégation de socialistes français, de terminer cette journée de travaux et de la conclure. Je crois que nous avons eu aujourd'hui un excellent panel de travaux dans les différentes commissions, nous venons de l'entendre, qui reflète très bien la vigueur de notre parti, la multitude des thématiques qui s'imposent à nous aujourd'hui dans nos trois institutions parlementaires, représentées ici, l'Assemblée, le Sénat et le Parlement européen. Je le dis sans embâche, et la restitution des travaux de cet après-midi ainsi que les débats que nous venons d'entendre le confirment, nous devons aujourd'hui assumer pleinement notre rôle d'opposition. Je voudrais préciser, chers camarades, que l'opposition, pour moi, s'entend comme une force critique, comme une force de conviction et de proposition. Nous devons être l'alternative à cette majorité de droite qui, en Europe comme en France, déconstruit méthodiquement les acquis de la gauche au prix de la justice, de la solidarité et de l'emploi. Que nous disent nos concitoyens? Ils attendent de nous des choix clairs. Notre capacité à porter une alternative légitime est aujourd'hui la condition nécessaire à la rencontre avec les électeurs. L'abstention que nous venons de connaître aux élections européennes nous prive de ce point de vue, de cette confrontation entre les citoyens et notre projet. En augmentant tendanciellement, l'abstention fragilise toujours plus ce scrutin européen. Nous devons donc, dès maintenant, formuler des choix politiques élaborés ensemble. Cela fut la démarche que nous avons adoptée avec le Parti socialiste européen et Poul Nyrup Rasmussen, son président. Assigner à la social-démocratie européenne des objectifs clairs et défendus sur l'ensemble du territoire de l'Union. Il nous a fallu, chers amis, prendre acte de la défaite de notre Parti socialiste européen, mais aussi du Parti socialiste français, aux élections européennes, où le PS n'est pas apparu comme une force suffisamment crédible aux yeux de nos électeurs. Cela a valu pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la famille social-démocrate européenne. Et la débâcle du SPD en Allemagne ces derniers jours nous le confirme, il est grand temps de nous ressaisir. Et je salue ici la présence d'Evelyn Gebhardt, ma collègue au Parlement européen, qui a mené un combat si essentiel pour nous sur la directive Services. Cette défaite allemande est en effet le dernier épisode en date d'une série noire que vivent les socialistes européens au moment où le besoin de gauche est le plus fort. Par besoin de gauche, je voudrais dire un besoin de régulation, un besoin de solution face à la crise, un besoin de redistribution, un besoin de justice dans l'accès à la santé, au travail, à l'éducation. Notre population est fragilisée. Les socialistes doivent aller jusqu'au bout de l'exigence sociale. C'est le sens de notre combat pour la directive service public, une directive qui permette d'exclure de la concurrence les services dont nous estimons qu'ils sont essentiels à la population. Ces services qui doivent demeurer non marchands. Le groupe PSE a élaboré un projet de texte pour la directive service, il faut le promouvoir et lui donner une réalité. C'est le chemin vers une Europe qui protège, certainement, telle que nous la défendons, et qui protège vraiment, à la différence de ce que prétendait Nicolas Sarkozy durant la campagne dernière. C'est le sens de notre combat sur le budget européen, qui doit être au service de la solidarité entre les territoires européens et permettre de financer les politiques dont les citoyens ont besoin, des politiques justes et redistributives. C'est le sens de notre combat sur les fonds de cohésion et les fonds structurels,
qu'il faudra défendre dans un agenda politique élaboré par une Commission européenne, aujourd'hui majoritairement à droite. C'est enfin le sens de notre combat sur la directive détachement des travailleurs qui doit protéger les droits de ceux-ci dans l'entreprise, le droit de grève, les droits sociaux rattachés aux salariés. La question territoriale est essentielle, vous l'avez dit, vous l'avez répété, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt nos échanges au sujet de la réforme des collectivités locales, projet qui pourrait changer profondément le paysage territorial de notre pays. C'est en effet sur le territoire de la proximité que se mesurent avec le plus de douleur les ravages de cette crise qui paralyse nos économies et détruit les emplois d'aujourd'hui. Mais notre territoire, c'est aussi l'Europe. C'est donc précisément le niveau communautaire qu'il nous faut reconquérir. Nos régions, nos départements qui assistent aujourd'hui aux gesticulations politiciennes de la majorité au gouvernement savent que l'Europe n'est pas qu'un bailleur de fonds. C'est avant tout un espace de développement économique et humain, et il nous appartient de donner une direction à ce développement. Et nous ne pourrons y arriver qu'ensemble. Ensemble, parce que l'avenir de la Poste se discute à Bruxelles comme à Paris et se vit ici à Toulouse. Parce que nous savons que les débats sur l'agriculture au Parlement ont des conséquences directes sur la vie des agriculteurs partout en France. Parce que les choix énergétiques aujourd'hui sont l'affaire de tous, parce que nos sujets, chers camarades, ce sont avant tout et bien évidemment aussi les vôtres. Tirer les leçons de la crise pour trouver de nouveaux moyens de gouverner et fonder une nouvelle légitimité dans nos processus décisionnels est un devoir que nous devons partager. Plus les exécutifs nationaux s'intègrent en Europe, et moins nos assemblées arrivent à travailler ensemble. C'est le paradoxe. L'Europe est victime d'une tentation nationale et de plus en plus, la sombre question des égoïsmes nationaux contamine nos débats. Il est donc de notre responsabilité, de notre devoir commun, de retrouver une dynamique européenne parlementaire et nous devons au Parlement européen intégrer dans nos travaux ce que vous faites à l'Assemblée et au Sénat, vos travaux, vos propositions, vos amendements, vos propositions de loi. Et vous aurez aussi, je l'espère, la charge d'intégrer dans vos travaux les débats, les amendements, les propositions qui occupent les socialistes européens. Il y va de la légitimité, de la cohérence de notre combat contre la droite sarkozyste. Il y va de notre réussite contre les droites réunies en Europe. L'enjeu, vous l'aurez compris, chers camarades, chers amis, n'est pas seulement d'importance pour le parti. Il est crucial pour les politiques que nous voulons défendre. Il est vital pour définir et mettre en œuvre une véritable alternative. La période qui s'ouvre à nous est limpide. José Manuel Barroso, contre notre vote, contre notre gré, a été réélu à la tête de la Commission européenne, aidé en cela par une majorité d'États favorables à l'affaiblissement de la Commission européenne. Et malheureusement, cela a été aussi le choix de certains gouvernements socialistes et sociaux-démocrates. Pour nous, les socialistes français en Europe, nous avons décidé, que nous ne serons pas le mouton noir d'un groupe qui pourra nous désigner comme ceux qui sont divisés sur les questions institutionnelles. Deuxièmement, nous avons décidé que nous allions être présents, augmenter notre influence, faire nos propositions, nous appuyer sur vous et faire en sorte aussi que le Parti socialiste français puisse apporter sa contribution au renouveau de la social-démocratie. Ceux qui croient que nous sommes à terre parce que nous avons eu des difficultés, nous en sommes responsables, doit changer aussi parce que nous devons cesser de parler de nous. Nous lassons les électeurs, nous lassons les Français et nous lassons tous nos amis sociaux-démocrates en Europe. Nous devons parler d'Europe, nous devons parler de social-démocratie en Europe et nous devons redonner les couleurs au Parti socialiste français. Voilà ce qui nous intéresse pendant cette législature que nous commençons. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire quel sera exactement le programme législatif, mais choisissons nos priorités, déterminons-les, engageons notre travail en commun et je crois que nous pourrons être en ordre de marche pour tous les rendez-vous que nous aurons électoraux avec les Français, et nous saurons aussi, pour notre part, défendre les procès équitables en Europe, défendre les droits fondamentaux des salariés, mais aussi ceux des internautes, mais aussi ceux des citoyens, dans l'accès à une véritable protection sociale. Oui, nous devons rester, nous les socialistes, le parti du partage, de la répartition juste de tous, la solidarité que nous devons organiser
En écoutant cet après-midi dans la commission des affaires sociales les propositions, eh bien je suis persuadé que nous avons encore l'imagination, que nous pouvons défendre, oui, que l'innovation n'est pas seulement technologique, elle est aussi sociale et que notre vision de la solidarité peut être la source d'un profond changement, une adaptation certes à ce monde, mais non pas une adaptation aux finances, une adaptation à un projet de société que nous pensons, que nous portons avec notre conviction et qui nous a été légué par Jean Jaurès. Le projet n'a pas vieilli, à nous d'être le regard tourné vers notre avenir. Mais merci Catherine. Avant de conclure. Voilà donc pour le discours de clôture de la députée européenne Catherine Trautmann. Et c'est ainsi bien que se termine cette première journée parlementaire du Parti socialiste ici à Toulouse. Les députés et sénateurs socialistes qui se veulent combatifs en cette rentrée parlementaire, ils aimeraient qu'on les entende un peu plus et qu'on oublie les guéguerres internes au sein du parti. Il a été beaucoup question bien sûr du budget 2010, de l'écologie avec la taxe carbone. Et demain, ce sera une autre journée parlementaire. Vous pourrez bien sûr la suivre en direct sur notre antenne à partir de 10h30, Perrine. Exactement, à partir de 10h30, on aura la suite des tables rondes des différents parlementaires socialistes et on parlera beaucoup de budget demain matin, avec notamment une intervention du rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, non pas le rapporteur, pardon, Didier Migaud, le député socialiste mais qui est grand spécialiste du budget à l'Assemblée nationale. On parlera également de la conséquence de la crise en matière sociale, donc on va parler du chômage, on va parler également des déficits publics, donc une matinée très sociale, très finance publique, demain matin à suivre ici en direct de Toulouse et avec bien sûr en clôture de ces journées parlementaires socialistes, le discours de Martine Aubry aux alentours de midi. Rendez-vous donc demain matin à partir de 10h30 sur les chaînes parlementaires. Merci de nous avoir suivis. Merci Céline. À demain. Au revoir.